de sortir de la salle, s'il vous plaît. Alors, pour démarrer, permettez-moi de vous solliciter pour accueillir l'ancien conseiller à la sécurité nationale du Pakistan et vice-président de l'Université nationale de Beacon House au Pakistan, Dr Mid Youssouf. Je voudrais que vous l'applaudissiez chaleureusement. Allow me to introduce you the moderator, Dr. Mid Youssouf. You can take the floor, please. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone, for this post-lunch session on strategic autonomy in Africa's changing geopolitical landscape, strengthening security, cooperation, and resilience. Let me begin by thanking the Republic of Togo and the organizers and my good friend and brother Abdi Said Musiali for inviting me here. I'm privileged and honored to be moderating this panel, where we will be covering what I think is the ethos of the Lomé Peace and Security Forum. The question before us is strategic autonomy in Africa. How does Africa chart an African path towards peace and tranquility? Dare I say that it's an exceptionally interesting time at which we are going to have this conversation, given that the geopolitical turmoil that has struck the world seems to be making all of us nervous and unsettled. While most are talking about challenges, and this morning we heard African leaders and experts talk about the grave challenges facing the continent, I for one see a great opportunity for Africa and for countries and regions around the world that were either exploited by the liberal international order or were unable to assert true strategic autonomy over the past several decades. As Pakistan's former national security advisor and an outsider to the continent of Africa, I can tell you with confidence that what I heard this morning are not unique problems that Africa faces. In fact, much of the developing world goes through exactly these kind of conversations every day, and more so today when great power contestation is coming back and threatening strategic autonomy of middle powers around the world. I can also tell you with equal confidence, based on what I heard this morning, that Africa surely has a bright future ahead of us. And the reason I mention this, and I think for all of you who live and breathe Africa every day, it may be difficult to recognize. But from my perspective, what I heard this morning was an ownership of collective responsibility, an acknowledgement of the problems, which is half the battle, identification of misgovernance and lack of inclusion of citizens as a major driver of violence, but most importantly, among the leadership that spoke this morning, I saw a desire to fix problems and build peace across the continent by taking Africa's destiny in their own hands. Let me just, before I invite our panelists, say one other thing. I was just speaking to the Honorable Foreign Minister and mentioning that we went through the same cycle in Pakistan of violence, of terrorism, of problems of development and poverty. Ultimately, what we identified was that having the right policy is one thing, but how do you implement your policies and visions is where I think most of us lack. And if we can get that part right, there is absolutely no reason that this strategic autonomy that we talk about here today will not come to Africa, and we will not see a bright future for the continent. Let me begin by inviting our keynote speaker. We are privileged to have among us Dr. Aminata Touré, the former Prime Minister of Senegal.
She's a Senegalese politician and human rights activist, has held many positions including the Minister of Justice, the Special Envoy of the President of the Republic, President of the Economic, Social and Environmental Council, member of the National Assembly, and since 2024 serves as the High Representative of the President of Senegal. She has had a distinguished career in the United Nations, is a member of the Board of Directors of the Carter Center that was set up by former US President Jimmy Carter, and has multiple publications, including a book on international criminal law to her credit. Excellency, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Moderator, for your kind words. We are in Togo, we're going to be speaking in French. Je voudrais commencer par dire à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le professeur Doucet, de bien vouloir transmettre les salutations fraternelles du président Bassirou Diomaye Faye à son frère, le président Faure Gnassingbé, que nous remercions tous pour cette belle rencontre et pour l'hospitalité légendaire du Togo. Mesdames et messieurs, je pense que l'Afrique se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire contemporaine. Nous avons été longtemps perçus comme un continent périphérique, subissant les chocs du monde, plus qu'on ne les provoquait d'ailleurs. Et désormais, l'Afrique émerge, qu'on le veuille ou pas, comme un acteur géopolitique désormais incontournable dans un système international en pleine recomposition. La montée des tensions entre grandes puissances, la compétition pour les ressources naturelles dont nous regorgeons, la révolution numérique, la transition énergétique et les mutations sécuritaires globales redessinent, quoi qu'on dise, les rapports de force. Et dans ce nouveau paysage multipolaire, l'Afrique doit devenir un pôle d'équilibre, un pôle de stabilité, un pôle d'innovation et surtout, nous devons pouvoir défendre nos propres intérêts. Mais ce réveil stratégique que nous appelons tous de tous nos voeux ne se décrète pas. Il se construit à travers une vision, une volonté politique et une capacité collective à bâtir de la résilience. Et de ce point de vue, je pense que l'Afrique est champion du monde de la résilience. Nous n'étions pas nécessairement programmés pour être toujours là parce qu'il y a des civilisations brillantes ailleurs qui n'ont pas résisté au choc des conquistadors. La civilisation des Mayas, la civilisation des Aztèques a disparu, mais nous sommes là. Nous sommes plus que jamais là. L'autonomie stratégique du continent, ce qu'il faut comprendre comme sa capacité à décider, à agir, à se protéger, sans dépendance excessive à l'égard d'acteurs externes, est une nécessité vitale. Nous l'avons entendu ce matin. Les crises successives, qu'elles soient des crises économiques, sanitaires ou sécuritaires, ont mis en évidence la fragilité des modèles fondés sur la dépendance et l'assistance. Elles ont aussi révélé un fait nouveau. Aucune puissance, aucune, je dis bien, extérieure ne sauvera l'Afrique à la place des Africains. Et ça, ce doit être la philosophie avec laquelle nous devons conduire les destinées de notre continent. La guerre en Ukraine, les tensions sino-américaines, l'instabilité du Sahel, les changements climatiques ou encore la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales démontrent que la souveraineté est devenue la clé de la puissance du XXIe siècle. Dans ce contexte, l'Afrique doit repenser son rôle et ses priorités. Non plus être simplement un réservoir de matières premières du marché de consommation ou un marché de consommation, mais être bel et bien un centre de décision, de production et de résilience. Or, cette transformation suppose un courage politique inédit.
et ce message s'adresse à nos élites. Cette transformation exige des États africains qu'ils développent une autonomie collective fondée sur la solidarité continentale. Elle appelle à repenser la sécurité non pas comme une simple réaction militaire, mais comme une construction globale intégrant le développement, la bonne gouvernance, également la dignité de tous, y compris les femmes africaines encore marginalisées dans tous les domaines, malgré leur contribution vitale à la résilience des sociétés et des économies africaines. Elles sont très peu représentées d'ailleurs dans cette salle. La transformation que nous appelons de tous nos vœux invite à bâtir des alliances nouvelles, non pas pour servir les ambitions des autres, parce que nous l'avons vu aussi. Nous ne pouvons pas parfois être présents pour défendre les intérêts des autres, mais pour défendre la vision africaine du monde, une vision de justice, de paix et de développement durable. Dans un monde en recomposition où les puissances traditionnelles vacillent, où les marges d'action se redéfinissent, le continent africain détient une opportunité, à mon avis, historique, celle de transformer sa vulnérabilité en force, sa fragmentation en unité et son potentiel en puissance réelle. Nous le savons, le monde est désormais multipolaire. On l'a dit, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, l'émergence de puissances régionales comme l'Inde, la Turquie, ainsi que les alliances stratégiques du Golfe, transforment l'Afrique en un terrain de jeu géopolitique majeur. Les puissances étrangères cherchent à sécuriser l'accès aux ressources africaines, les ressources minérales notamment, énergétiques ou agricoles, et à influencer évidemment l'orientation politique de nos États. Face à ces pressions, beaucoup de pays africains se retrouvent dans une position délicate. Accepter des partenariats asymétriques pour bénéficier de financements ou de technologies, au risque de céder une partie de son autonomie stratégique. Cette dépendance accrue expose le continent à des manipulations diplomatiques, à des choix politiques parfois contraints et à des vulnérabilités économiques structurelles. La structure économique de nombreux États africains reste dépendante des exportations de matières premières brutes. L'industrie de transformation locale est limitée. La capacité à produire par le marché intérieur de nos pays reste faible et nos économies sont évidemment vulnérables à la fluctuation des prix mondiaux, voilà, aux contraintes que nous imposent évidemment les pays d'où nous importons la majorité de ce que nous consommons. Évidemment, il faut y ajouter la problématique de la dette extérieure qui constitue un autre levier de dépendance. Elle oblige certains gouvernements à aligner leur politique sur les exigences de créanciers étrangers, réduisant ainsi la marge de manœuvre budgétaire et stratégique. Cette vulnérabilité économique a un impact direct sur la souveraineté économique, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'était par le secrétaire de la ZLECA. Elle limite la capacité de l'Afrique à investir dans ses propres infrastructures et dans la défense de ses intérêts. Mais évidemment, les crises sécuritaires et conflits armés, terrorisme, l'immigration forcée sont à la fois des causes et des conséquences de la vulnérabilité africaine. Nous dépendons encore trop des forces extérieures pour stabiliser certaines régions comme le Sahel, la Somalie, etc., ou dans les grands pays, dans des pays des Grands Lacs. Cette dépendance militaire, si elle peut offrir un répit temporaire, parce qu'on en a besoin, souvent, elle affaiblit également nos capacités à construire une sécurité autonome, intégrée et durable. Par ailleurs, les catastrophes climatiques et les crises sanitaires, comme la pandémie de la Covid-19, ont montré les limites de la résilience africaine face aux chocs globaux. Mais enfin, nous avons également le fait que nous dépendons largement des technologies extérieures et que nos connaissances, généralement, sont générées de l'extérieur plutôt que par nos universités, qu'il nous faut absolument renforcer.
Les infrastructures numériques, les systèmes de traitement des données et les innovations technologiques majeures sont souvent contrôlés par des acteurs étrangers. Et cette dépendance limite la capacité de notre continent à maîtriser sa souveraineté numérique. Mais face à toutes ces pressions, parce qu'il faut les établir, puisque nous les partageons, l'Afrique n'est quand même pas restée passive. Surtout sur le continent, des dynamiques de souveraineté réelle se créent, des dynamiques de coopération, mais également des dynamiques de résilience qui émergent et qui marquent le début d'une véritable transformation stratégique. Et l'une des pierres angulaires de l'autonomie stratégique, nous le savons, c'est la sécurité. Historiquement, voilà, notre dépendance aux forces extérieures pour déstabiliser les conflits en Afrique ont limité justement nos possibilités. Je rappelle que l'Union africaine a créé la force africaine en attente visant à intervenir rapidement en cas de crise. Ce n'est pas aussi fonctionnel que nous le souhaitons. Les communautés économiques régionales, que ce soit la CEDEAO, la SADC, la CEAC, développent des forces régionales coordonnées pour faire face aux menaces transfrontalières, qu'il s'agisse du terrorisme, du trafic ou de conflits internes. Ces initiatives montrent que la sécurité n'est plus seulement une question nationale, elle devient une question continentale et elle requiert de la coopération. Il nous faut des leviers pour réduire la dépendance aux puissances étrangères au continent, pour renforcer notre souveraineté. Donc la question de la collaboration sécuritaire et militaire comme un enjeu continental basé sur la solidarité me paraît être nécessaire. Mais nous avons également la question de l'intégration économique et la coopération régionale. L'autonomie stratégique passe également par une coopération économique renforcée entre nos pays. Nous sommes le continent qui commerce le moins avec lui-même. Nous sommes à 12% du commerce intra-africain, d'où la ZLECA. Alors que le reste du monde, en moyenne, en Asie, c'est 65%, en Europe, c'est 80%, etc. Donc nous avons grand espoir que la création de la zone de libre-échange continentale africaine va constituer un tournant historique. On espère qu'elle va réduire la dépendance au marché étranger en stimulant, comme je l'ai dit, le commerce intra-africain et qu'il va surtout favoriser l'industrialisation locale et la création de chaînes de valeur africaines plutôt que l'exportation brute de nos matières premières. Et ça, nous en parlons depuis les indépendances. Au-delà du commerce, des projets de corridors d'infrastructures et de transports régionaux sont importants pour faciliter la circulation des biens, des services et des personnes, tout en renforçant la résilience économique face aux chocs mondiaux. L'intégration, pour moi, est un outil de pouvoir géopolitique que nous n'avons pas suffisamment utilisé. Nous constituons plus du tiers de l'Assemblée générale des Nations unies, plus du tiers, avec 54 pays. Nous n'avons pas suffisamment développé justement ce pouvoir commun géopolitique pour agir dans les intérêts de l'Afrique. La scène internationale offre également à l'Afrique des opportunités de repositionnement stratégique. Les pays africains adoptent de plus en plus une diplomatie multipolaire en diversifiant leurs partenariats. Nous avons également les opportunités de la coopération sud-sud avec les BRICS, qui vont, j'espère, bientôt être les BRICS-N, le Nigeria, qui a pendant plusieurs années été la première économie du continent et qui vient d'avoir un statut d'observateur, ce qui est une injustice à mon avis, puisque l'économie nigériane était plus grande que l'économie sud-africaine. Voilà. Donc voilà également des équilibres à rétablir. Nous sommes de plus en plus en train de renforcer notre coopération avec des pays asiatiques comme le Japon, l'Inde, etc. Et il nous faut également des initiatives continentales pour défendre par une voix africaine commune les positions et les intérêts de l'Afrique dans les différents forums internationaux, que ce soit au niveau de l'ONU, du G20 ou de la COP. Cette diplomatie active et diversifiée permet à l'Afrique de réduire sa dépendance politique et économique tout en affirmant ses priorités et son agenda stratégique sur la scène mondiale. Il nous faut également parler de la question de la transition énergétique et l'autonomie technologique.
L'autonomie stratégique ne se limite pas seulement à la sécurité et à l'économie. Elle concerne aussi la maîtrise des technologies et des ressources énergétiques. L'Afrique possède un potentiel immense, solaire, hydraulique, gaz, minerais stratégiques, et encore, au moment où je vous parle, beaucoup de nos villages sont dans le noir. C'est impossible. Les investissements dans les énergies renouvelables locales peuvent rendre les États moins dépendants des importations d'énergie et réduire la vulnérabilité climatique. Le développement de la recherche et de l'innovation technologique permet au continent de produire ses propres solutions, de protéger ses données et de participer activement à la révolution numérique mondiale au lieu seulement de la subir. Il reste également un défi majeur, celui de transformer toutes ces initiatives autonomes, qu'elles deviennent stratégiques et qu'elles deviennent durables. La résilience africaine ne peut pas se limiter à des réactions ponctuelles aux crises. Elle doit devenir une capacité structurelle et continue. Elle doit être capable de protéger le continent face aux turbulences mondiales. Pour ce faire, il nous faut impérativement professionnaliser et coordonner les forces régionales à l'échelle continentale. Les missions ponctuelles ne suffisent pas. Une stratégie intégrée est nécessaire pour protéger les zones de conflit, sécuriser les ressources et contenir et prévenir les menaces transfrontalières. La coopération civile-militaire, incluant les services de renseignement, les systèmes de cybercriminalité, la sécurité énergétique, doit devenir un standard africain. Ça, c'est des tâches que l'Union africaine doit prendre à bras le corps. L'industrie de la défense africaine doit être encouragée. Nous ne produisons pas nos propres armes pour nous défendre, pour réduire la dépendance à l'armement et aux technologies militaires étrangères. Mais il nous faut également une résilience stratégique qui repose sur des institutions solides et légitimes. L'Union africaine et ses communautés économiques régionales doivent être renforcées politiquement et financièrement afin de jouer un rôle central dans la coordination et la résolution des crises. Les États africains doivent investir dans la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption. Ça, c'est le grand reproche que cette jeunesse fait à ces élites, afin de maximiser l'efficacité des politiques publiques et de garantir la confiance des citoyens et des partenaires. Il nous faut également développer, bien entendu, une coopération et un partenariat intelligent. La résilience, ça ne veut pas dire l'isolation. La souveraineté, ça ne veut pas dire, nous couper du reste du monde. Mais l'Afrique doit développer des partenariats équilibrés, basés sur le respect mutuel et la complémentarité. Il nous faut renforcer les liens, comme je l'ai dit, intra-africains, pour créer un marché intégré, capable de rivaliser sur la scène mondiale. Il nous faut négocier avec les puissances extérieures en position de force, afin de protéger les intérêts stratégiques du continent. Nous sommes 54 membres au sein des Nations Unies sur 194 pays. Il nous faut également promouvoir une diplomatie proactive fondée sur l'initiative africaine pour influencer les décisions. Je parlais également de la nécessité de l'autonomie en matière de maîtrise technologique. Il nous faut, en un mot, être maître de notre destin. Et en conclusion, je voudrais dire que l'Afrique est à la croisée des chemins, je voudrais le répéter. Elle porte en elle-même des ressources exceptionnelles, une jeunesse dynamique, un potentiel géopolitique immense. Nous sommes la partie la plus jeune du continent, donc nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, nous avons de la force et de l'énergie. La moyenne d'âge, il faut le rappeler, est de 19,19 ans, à peu près, elle est de 44 ans en Europe. Mais, encore une fois, la souveraineté africaine ne va pas se construire de manière solitaire. Il faut qu'elle se fasse de manière solidaire. Il faut qu'on soit ensemble. On ne pourra pas être grand en voulant manger une partie du voisin ou en ayant nos yeux rivés sur les ressources du voisin. On pourrait collaborer ensemble et voir comment nous développer ensemble. Il nous faut un cadre de dialogue dans ce sens-là avec nos frères de l'AES. Je propose très concrètement qu'on crée un cadre de concertation avec la CEDEAO. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali est là, et du Burkina Faso.
et du Niger, ils sont tous là. Parce que vous êtes des frères. Nous allons devoir cheminer ensemble. Voilà, il y a eu des moments historiques particuliers qu'il va falloir que nous dépassions. Parce que ce n'est plus une question émotionnelle, c'est la question de bâtir un avenir commun ensemble. Mais pour ce faire, il faut également que la CEDEAO se réforme. Il faut qu'elle se réforme de manière profonde, qu'elle comprenne les enjeux de l'heure. Cela est très, très important. Et qu'elle ne soit plus perçue par les peuples et par les jeunes comme un machin, comme disait quelqu'un, où c'est juste des élites qui se réunissent, des élites qui sont comme moi et vous dans la salle, qui n'ont pas de problème particulier, qui ont envoyé leurs enfants faire leurs études à l'étranger. Il ne faut pas que la CEDEAO soit perçue comme ça. Et enfin, il faut absolument que nous éradiquions la pauvreté. Il faut se le dire. Je vois l'ancien ambassadeur de Chine au Sénégal. Quand j'étais jeune ou quand j'étais enfant, la Chine, c'était un sujet de moquerie. Aux États-Unis, on disait « unlucky like a Chinaman ». Ça veut dire que vous n'avez aucune chance dans la vie. Mais aujourd'hui, la Chine rivalise avec les États-Unis. Pourquoi elle a pu le faire? Parce qu'elle a éradiqué la pauvreté. Tant que nous serons pauvres comme nous le sommes, personne ne nous respectera. Ça, il faut que nous le comprenions. Il faut absolument une initiative, deuxième proposition, une initiative africaine continentale d'éradication définitive de la pauvreté. Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, des femmes meurent en couche parce qu'elles n'ont pas accès à des services de santé. Il est inconcevable au XXIe siècle que nos enfants aillent à l'école en ayant faim. Il est inconcevable que nos jeunes, avec des masters, des doctorats, soient assis. Il est donc temps. Il est donc temps que l'Afrique, une fois pour toutes, vive au XXIe siècle, comme le reste du monde, que la question de la pauvreté soit derrière nous. Et il est temps que les dirigeants, les institutions et les citoyens africains se reconnaissent dans cette vision. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, no matter what I say after this speech, it cannot be better. So I want to thank Excellency Madame Touré for waking everybody up after the lunch session. You have done this much better than I could have. And the passion with which you have spoken, I think, is what one saw in the morning, what one has seen now. I, for one, cannot see how Africa cannot have a bright future after hearing something like this. So congratulations and thank you very much. Let me now move to inviting our panelists, who have been given a very stern challenge by Madame Touré. I want to see more claps in the audience when you speak. Let me invite our panelists onto the stage, please, if you will. Dr. Nene Mburu. Professor Awud Welde-Michael. Come, please. Professor Kako Nobuko.
I think the clapping I was talking about was after they spoke, not because of the name. Professor Anthony von Nieuwkerk. I think where did Professor Nene Mburu go? He was here. Okay, let me introduce our panelists. The way we will handle this panel is slightly different than the morning. What we will do is I'll introduce the panelists very briefly, because if I went through their entire bio, we would be here for the next 1 hour just recounting their achievements. I will request them to speak for no more than 8 to 10 minutes, please, to begin with, on a particular theme. Then we will have a few questions among the panelists based on what they've heard, and we'll bring in the audience in that conversation. I've requested our panelists to be provocative so that we can have an interesting discussion. Let me introduce Dr. Nene Mburu in absentia. I'm sure he'll join us shortly. He was born in Kenya, member of the Kenyan Defense Forces, who then moved to the United Kingdom and has since worked with various UK educational institutions and is currently a war studies specialist at King's College, London. His research focuses on complex dynamics of human security, particularly the impact of small arms in less publicized conflicts. Professor Awud Weldemichael, to my right, is a former refugee who at the time was in a remote refugee camp in Sudan, is now at Queen's University in Canada, and his academic work touches on colonialism, decolonization, revolutions, nationalist movements, peace, conflict, and security, with a focus on Africa and Southeast Asia. He's lately been working on political economy of conflict in the Horn of Africa and its adjoining waters. Professor Kako Nobupko, full professor of economics at the University of Lomé, and the former Minister of Foresight and Evaluation of Public Policies. He's also a former Togolese commissioner within the Commission of the West African Economic and Monetary Union, responsible for agriculture, water resources, and the environment. He's also an associate professor and former dean of the Faculty of Economics at the University of Lomé. And last but not least, Professor Anthony von Nieuwkerk from the Thabo Mbeki African School in South Africa. Professor Anthony joined the African School of Public Policy and International Affairs at the University of South Africa in 2022 as a professor of international and diplomacy studies. In 25, this year, the university seconded him to the Thabo Mbeki Foundation as its director of research. He's also served on various high-level panels for the government of South Africa, and I'm privileged to be working with him on a project on middle powers around the world at Harvard University in the United States. With this, let me then request Professor Awud Weldemichael, if you would please wish to start. There is a mic. I think they preferred if you did it from here, but if you would like to go there, I think please. And I would request you to speak to the root causes of fragility, terrorism, and external rivalries. 8 to 10 minutes, please. Thank you. Standing helps me manage my nervousness a little better. Your Excellency, Professor Dusi, the Togolese leadership, and the Togolese people, I'd like to thank you for the incredible hospitality. My brother, His Excellency Abd Saeed, thank you for the invitation. Mahat Sanid. My conversation today with you will try to focus on the strategic fragility of the continent. And I do not expect any applause, but I ask for but I ask for a heavy filter of kindness in receiving what I say with the intention that I'm saying it. I would like to focus on the self-inflicted fragility in the continent. And
when we speak of maritime security, we are talking about security of its resources, not only for today, but also for the future in many of its forms. My brother earlier, during the earlier panel, His Excellency Wamkele Mene, spoke about there being a political will among our leaders. I fail to see that. I fail to see that because I compare it to the will of African leaders in the 60s and 70s, when they were confronted with the reality of our resources being plundered right and left by the powerful, and international mechanisms were not rising up to the challenge to offer protections. They pushed through in 1962 and 1966 United Nations General Assembly resolutions on permanent sovereignty of African countries, of third world countries or global south countries over their resources. Then again in 1971, the Organization of African Unity resolved that African countries, coastal African countries, should claim as much of their waters as their continental shelf. Professor Nene is here. I am sorry I took your spot. In 1971, OAU leaders resolved that African countries should stake as much claim of their waters as possible as far as the continental shelf. Several African countries did so, as Somalia did, like 200 nautical miles of territorial sea. When UNCLOS was signed in 1982, all African countries, Somalia included, not only signed it, but also ratified it. That, however, did not guarantee African resources were protected. And so the struggle continued, especially with the powerful, technologically advanced global north plundering resources in the global south in cahoots, in collusion with African elites. Which brings us to the Lomé Charter, or the African Charter on Maritime Security, Safety, and Development, each one of those of equal significance and equal weight. The significance of this charter is unlike the previous protocols or voluntary agreements. This convention would bind African states to action. And that action becomes all the more important with our growing knowledge about and dependence on our water bodies, be it rivers, lakes, seas, and oceans. The growing significance of our maritime spaces, including the living and non-living resources in them, maritime infrastructure that supports life on Earth, as well as climate change imperatives. Nevertheless, unlike the Djibouti Code of Conduct, the Yaoundé Code of Conduct, the 2063 Vision, or 2050 African Integrated Maritime Strategy, African countries are dragging their feet to sign and ratify Lomé Convention. 9 years this month, the convention was open for signatures. Only 3 countries have filed their instruments of ratification. 12 more to go for Lomé Charter to become binding. All African countries are dragging their feet because they refuse to be bound
by important elements of the convention that A, would hold them responsible, B, guarantee not only the responsible use of the resources, but also the future generations' dependence on these resources. And so we can shout all we want about the abuse that Africa as a continent or its individual African countries suffer in the hands of the non-Africans. But it would be a mistake to neglect this important oversight on our part. The challenges are many. We choose to focus on the piracy of poor African citizens, not on the plunderous, illegal, unreported, unregulated fishing of the powerful. The state in the continent encounters the citizen at the moment of repression for insurgency and terrorism, not in the delivery of service, when the very resources under their feet and in their waters are abused by the powerful and their allies overseas. There are unfair trade and licensing practices. I will not call names lest I upset some. But a union signs a fishing agreement with a West African country. 24 members of that union fish on that one license for which the coastal country collects peanuts. Dozens of industrial-scale fleets plunder the resources of a war-torn African coastal country. The result? Local fishermen spend days on end out in the water, coming back with nothing to support their livelihood. When they stage a resistance of one form or another, they face the combined muscle of the Leviathan. Then there is lack of leadership in managing disputes. There is no sympathy in this cutthroat competition among states. African maritime space is considered to be 13 million kilometers square. Yet, Somalia and Kenya fight over 100,000 kilometers square. That Kenya is a far more advanced, stable country does not make it the wiser, bigger neighbor to a small country that is still struggling to recover from war. Threats between states. Today, a giant that Ethiopia is threatening its neighbors to access to the sea. All of this can be mitigated with implementing the instruments that we already have. The Lomé Charter is one of several that we have in the books that we're dragging our feet on about. Our union is stuck right now between its founding principles of Pan-African unity and cutthroat rivalry and competition of its neighbors, of its member states. How we as Africans resolve that tension will determine whether the 21st century, or whatever is left of the 21st century, is an African century or a century in Africa. Thank you. Thank you, Professor Awad, Michael, for your talk. I think the candor with which you've spoken, frankly, about the problems, and we'll come to this in the conversation, what do we do? I think fundamentally that's what it boils down to, and we'll talk more about this. So thank you again for this. Let me now go back to our scheduled first speaker. If you would. Want to speak from
Please. Dr. Nene Moburu, who would speak about terrorism, fragility, external rivalries in Africa. Thank you very much. I'll start by offering a sincere apology for being late. I'm one person who does not condone lateness, so a slap on the wrist for me. I would like to thank the organizers of this convention for inviting me, and also thank particularly people who are behind the scenes, who we never get to see, but they make the event a success. I've been asked to address key areas in terms of governance and security in Africa. And what I want to start with is, anything we discuss here will rotate around governance. A governance that is inclusive, a governance that is incorporative of all diverse voices, and a governance that is people-led or focused on what the people want. One of the few areas of potential conflict and which impacts on stability is demographic shifts and the alienation of the youth. Everybody who spoke this morning spoke of how Africa is a young population, people under 25 years of age. I don't think we have invested enough in them to make them feel to have a belonging. We have not invested in them in terms of opportunities, and this is an area we need to focus on. Every time I talk about the youth, my mind goes back to 1943, when the youth of Somalia formed what they called Somali Youth League. The youngest member was 15 years old, the oldest was 32 years old. And what they fought for was universal education that was free. They fought for no foreign domination of their country or occupation of their country. And most important of all, they thought of inclusiveness, where you don't identify who you are by your clan. We didn't listen to the youth of Somalia in 1943. I think we need to start listening to the youth from now on. Fragility of a state will continue if there is a breakdown to the rule of law. The lack of a judicial system, or one that is in the pocket of the rich and powerful, will always be playing catch-up with issues of corruption, and corruption is one area we need to tackle as it threatens security. And as I speak of the judiciary, and maybe this is where we come into what we have and what could be improved, we operate in silos in many areas. There are many great things that people, speakers will say here, we do this very well, but it's either a country and it ends there, or a region and we have not cascaded that or shared with other people across in the region. We need to start looking at that. An area of security concern which people don't focus on sufficiently is high debts. Countries borrow, sometimes irresponsibly, and this creates a burden for those who are young, who are coming behind. It will take them ages to clear what has been borrowed. Now, if what has been borrowed there was no due diligence in terms of transparency, they may end up being odious debts. Odious debts are debts you may have to pay through the hard way, and that's what we don't want to leave for the young people. There's been a lot of talk of resource dependency, and there was a very good presentation this morning. I don't want to repeat what was said. I just want to mention that a country's over-reliance on natural resources can open a can of worms, where the resource does not meet the expectations of the people, it's not transformative in terms of their wellness, and they may rise up against that. The presenters from DRC will have adequate examples for us to look at. One area which has been touched on, and it's very important, is energy security and peaceful transition to renewable or clean energy. To resolve conflicts requires going beyond armed intervention and to address political, economic, and social aspects as stated in the African Union Agenda of 2063. Last year, the International Criminal Court made it clear that a state has the legal obligation to reduce the emission of carbon, because this is affecting the whole population, and to break clean, if possible, from fossil fuel.
Of all countries in Africa, I think Ethiopia is the first country to announce that it's not going to import vehicles which are powered by diesel or petrol. I think we need to follow that route if we want to lead a healthy life. Ethiopia may be able to do that, especially with the opening of the Grand Renaissance Dam, which will end up supplying electricity to most of the 126 million people. But for us to enjoy that kind of project, the 11 riparian states which border the River Nile must be able to adjust their strategic positioning to make the Grand Renaissance or the electrification of Ethiopia a success beneficial to all people. There are areas that other people will touch on, but I would like to dwell on areas which sometimes get forgotten. One is the illicit proliferation of illicit arms in Africa. We are in a multipolar world, as you all know, and the old sources of arms have stayed. But we have new kids in the block. We have China, we have Russia, we have India, we have Turkey, bringing weapons to Africa. In addition to that, there are at least 6 African countries which manufacture small arms and ammunition. But the clientele and the quantity is shrouded in secrecy. We cannot achieve our goal of silencing the guns unless there's transparency and people are involved in the ownership of security. An area that I like talking about because it gets pushed under the carpet is transnational banditry. And this is very serious because it is continuous. We have come to normalize what is a very illegal activity. When I talk about banditry, most people think of Robin Hood, the hero in English folklore, who used to take from the rich and relocate to the poor. In our continent, our social bandit that I know of is the shifter. Shifter means bandit in the Horn of Africa. The shifter of Eritrea in 1944 during the British military administration of that country. They were social bandits in the sense that they were not just smash and grab hustlers. They were trying to make Eritrea ungovernable so that the British could not hand it over back to the Italians and they could pave way for Italians to become free. At the same time, the shifter of Eritrea were trying to fight for the country not to be annexed to Ethiopia. They wanted to determine their own future. In their skirmishes, they avoided attacking regular troops of Ethiopia, of the British, but the Italians were fair game. Italian concessionaries and businesses were fair game. So they were political bandits in that. But what we have today in terms of cross-frontier banditry is a different kettle of fish. We have bandits who are running errands for insurgents. We have bandits who are foot soldiers for extremist groups. We have bandits who are traffickers of human beings. This is outside the code of conduct of even the banditry we can think of. There are ways we could mitigate this, and we can discuss that at length and what will work and what does not work. Within the AU, there is the African Peace and Security Architecture, a forum which looks at conflicts. But currently, and we've got to be honest in terms of our limitations and our successes, currently it lacks the knowledge or the competence to address asymmetric warfare, like what bandits will bring or what terrorists bring. I think it's time for it to expand and include other people of diverse opinions on the way forward to tackle what is a current problem. I also want to look at one overlooked threat to security in the Sahel and Horn of Africa. And this is to do with the borders we inherited from the colonizer. And I remember the talk this morning by His Excellency Olusegun Obasanjo. We cannot call ourselves independent and yet still keep complaining about the issues that were done or mistakes that were committed by the colonizer. The border we have
in writing and legally accepted is described as a line. It's a meridian in most of the places, whether it's over water or on dry land. A line that has no thickness. But what we need to ask ourselves is, does that correspond with our needs? Does that correspond with the needs of pastoralists? A pastoralist cannot have a line. He knows, or she knows, a grazing limit, a frontier. When there's rain, there's grass, and there's water, that border will close in. When there's drought, and we've had very extreme droughts in the Sahel and Horn of Africa, that border will go away. That flexi border is what we may need to look at. And I'm not trying to question the UT Posedetis juris, the commitment Africans made at the OAU conference in Cairo in 1963. You can still respect that, but still have that flexibility to accommodate the needs of pastoralism. You cannot confine them to one space. It's important for us to look at what instruments of social cohesion we need or we have to make sure that, say, people have ownership of security at the local levels. One of the models, which I'm sure is prevalent in one country or other in some form, was borrowed from Japan. I think they were calling it Tonarigumi after World War II in 1944, where a small community of about 10 to 15 households become a neighborhood watch. That model of looking after each other was borrowed to the West, Canada, USA, continental Europe, UK, after the World War. To the extent that we have neighborhood watches almost everywhere, about 45% in the US, about 25% of the UK households have got a kind of neighborhood watch. In 1963, President Julius Nyerere of Tanzania formed something similar. He called it Nyumba Kumi, 10 households, where the communities come up to regulate crime in the area and work with the police hand in hand to make sure that people who are criminals are kept away. Can I have 1 minute? Let me have 1 minute, please. The issue of external factors has been addressed here and there. I would like just to mention one, the need for us to look seriously at what we have before we go outside to outsource. If I give an example of Somalia, currently Turkey is rebuilding Somalia's navy in exchange for oil and gas. Africa has the competence to support. The Yaoundé Code of Conduct could be used so that the navies of the region from Egypt, which has got even submarines, South Africa, you have Tanzania, Mozambique, Kenya, can help build the Somalia's navy. They need that to ensure that the EEZ is safe, and most importantly for me, to ensure there's no dumping of toxic waste, including new hazardous materials, radioactive material on the Somali coast. I'll stop there for now. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for bringing in the economics and the grassroots into the conversation, and we'll come back to this as you suggested. Let me move to Professor Kako Nubupku, please. I see the energy is going down. Let's try again. There we go. And he'll be speaking about African solutions and community-based resilience. Please. Merci beaucoup. Je voudrais à l'entame de mon propos remercier et féliciter évidemment le président du Conseil, M. Faure Esozimna Nyasingbe, et mon frère, le ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Ducé, pour cette initiative qui permet au fond de rendre la destination Togo incontournable dans le disque, enfin dans ce qu'on pourrait appeler le dialogue, comme il a été dit ce matin,
un dialogue que je mettrais peut-être sous la question suivante, qui est au fond la question de notre session. Est-ce que l'Afrique a les moyens d'être non alignée? Au fond, la question de l'autonomie stratégique, c'est la question qui consiste à savoir si la contrainte interne peut dominer la contrainte externe. C'est-à-dire que ce qui caractérise au fond l'Afrique, dans sa marche, c'est qu'on a l'impression que l'agenda que nous essayons de mettre en œuvre n'est pas notre propre agenda. Et au fond, la question de l'autonomie stratégique, c'est la question de la souveraineté. Et donc, la question qui nous est posée, c'est est-ce que 70 ans après la conférence de Bandung qui a créé le mouvement des non-alignés, puisque nous fêtons cette année le 70e anniversaire de cette conférence, est-ce que nous avons les moyens d'être non-alignés? Et je crois que la réponse est oui. La réponse est oui, sous certaines conditions. Et j'en vois 5 pour aller vite, puisque nous n'avons que 10 minutes. Le premier élément, c'est qu'il faut changer de narratif. Je le dis parce que je le pense sincèrement, nous ne devons plus avoir la posture de mendiants de l'aide publique au développement. Ça me paraît important pour des raisons que je qualifierais de comptables. Bon, l'année dernière, l'Afrique a reçu 60 milliards de dollars d'aide publique au développement, dont 20 milliards de la part des États-Unis d'Amérique. Okay. Mais quand je prends le produit intérieur brut de l'Afrique, qui est de 3 000 milliards de dollars, ça veut dire que si nous faisons un effort de mobilisation de nos recettes fiscales à hauteur de 2% de notre produit intérieur brut, ça fait les 60 milliards de dollars, en fait. Donc, sur un plan purement comptable, je trouve qu'on n'a pas besoin de l'aide publique au développement si nous élargissons notre espace fiscal. Parce qu'avoir 60 milliards de dollars par nous-mêmes, c'est juste 2% du PIB africain. Quand en plus, vous savez qu'il y a 610 milliards de dollars de recettes d'exportation dont l'essentiel ne revient pas en Afrique, vous voyez que nous avons les moyens de mobiliser des recettes. En plus, nous avons 90 milliards de dollars de flux financiers illicites qui quittent l'Afrique chaque année. Okay. Donc, je ne comprends pas, avec cette disproportion des chiffres, que nous soyons restés depuis 65 ans dans un discours misérabiliste vis-à-vis du reste du monde. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est un point purement comptable. Okay. Deuxième élément qui me paraît intéressant comme défi, c'est la reconquête des instruments de notre souveraineté économique. Évidemment, le budget et la monnaie. Le budget, je viens d'en parler, nous devons élargir notre espace fiscal. Ce qu'on demande en général, c'est réduire les taux, mais élargir l'assiette. Ça devrait pouvoir se faire. Et puis la souveraineté monétaire. Les amis, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Parce que personne ne peut se développer sans avoir la maîtrise de sa monnaie. Parce que la monnaie est consubstantielle à l'État. Ce qui fonde la souveraineté, c'est le pouvoir de battre monnaie. Okay. Et c'est pour ça que ce franc CFA qui me colle à la peau comme le sparadrap colle à la peau du capitaine Haddock, 65 ans après les indépendances, je continue de l'appeler le franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc, l'agenda de l'ECO, qui est l'agenda de nos chefs d'État, dans le cadre de la CEDEAO, je le fais mien. Et quand j'ai organisé en mai 2021 à l'université de Lomé
les États généraux de l'ECO, la déclaration dite de Lomé épouse cet agenda des chefs d'État et soutient cet agenda. Okay. Après, il y a des discussions techniques, mais qui peuvent être menées le moment venu dans les cénacles appropriés. Troisième élément qui me paraît fondamental, pourquoi nous voulons reconquérir nos instruments de souveraineté économique? C'est pour mener la transformation structurelle de nos économies. Ce n'est pas simplement pour dire que nous sommes souverains et dormir sur cette supposée souveraineté. C'est parce que nous avons besoin de financer la transformation structurelle de nos économies. Et un exemple très simple, l'agriculture. Nous avons 500 millions d'hectares de terres arables en Afrique. Et nous avons 1 milliard de jeunes Africains. Pour moi, l'agro-industrie, c'est déjà un mécanisme, une chaîne de valeur qui peut donner suffisamment d'emplois. Vous savez, sur les 40 prochaines années, nous attendons 600 millions de jeunes sur le marché du travail, à raison de 15 millions par an. Aucun système qui ne transforme pas sur place ces matières premières ne peut absorber 600 millions de jeunes. Avec la meilleure volonté des dirigeants, ce n'est pas possible. Et donc, il faut absolument remonter dans les chaînes de valeur. Nous essayons de le faire au Togo avec la plateforme d'Adeti Copé, mais c'est quelque chose qu'il faudrait amplifier, multiplier un peu partout. Une autre chaîne de valeur, c'est ce que porte le Togo avec l'économie maritime, et je remercie le professeur Robert Ducé, avec la charte de Lomé, parce que plus de 90% du commerce mondial passe par le canal maritime. Quatrième et avant-dernier élément que je mets dans notre discussion, c'est la réduction des inégalités. Ça a été dit ce matin, ça a été dit tout à l'heure par Madame la Première ministre Mimi Touré. L'Afrique est le continent le plus inégalitaire du monde. Nous avons un degré d'inégalité interpays aussi élevé qu'en Asie, qui détient ce record, mais nous avons en plus un degré d'inégalité intrapays aussi élevé qu'en Amérique latine, où vous avez les latifundia qui cohabitent avec le phénomène des paysans sans terre. Et donc, la partie la plus riche de l'Afrique est l'Afrique australe, et aussi la partie la plus inégalitaire de notre continent. Et donc, si nous ne réglons pas la question des inégalités, nous ne réglerons pas la question de la paix et de la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Et enfin, cinquième et dernier point, je l'ai dit il y a 2 ans, je le redis, il faut absolument que nous sortions de la superposition des discours. Je dis que le discours macroéconomique que nous portons dans les enceintes internationales, la semaine prochaine, nous serons à Washington aux assemblées du FMI et de la Banque mondiale, nous allons dire que notre seul objectif, c'est la réduction des déficits budgétaires. Puisque ce que le FMI nous demande, c'est la consolidation des finances publiques. Donc, on va leur dire ça pour leur faire plaisir. Sachant très bien que nous ne pourrons pas le faire. Mais le discours mésoéconomique, le discours sectoriel, c'est un discours qui est plutôt néo-mercantiliste. On veut faire comme les Asiatiques. On veut transformer sur place les matières premières. Mais ce discours n'est pas compatible avec le premier discours, qui est le discours libre-échangiste porté par l'OMC, la Banque mondiale et le FMI. Ce n'est pas possible. Donc il faut sortir du libre-échange pour aborder pleinement le juste échange. Okay. C'est important ce que je dis, et je vous donne un exemple à propos du Sénégal. Vous savez, quand le producteur de riz de la Casamance au Sénégal travaille pendant 1 heure et que durant cette même heure, le producteur de riz de la Louisiane aux États-Unis travaille, le producteur américain produit 400 fois plus que le producteur sénégalais. Sauf qu'il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Il fait des économies d'échelle. Donc si vous mettez sur le même marché le producteur de riz américain et le producteur de riz sénégalais, le producteur de riz sénégalais, il disparaît, il devient djihadiste.
parce qu'il ne peut pas tenir cette concurrence. Et quand on sait qu'en plus, ces pays riches subventionnent massivement leurs agriculteurs, donc en violation des règles qu'ils ont eux-mêmes mises en place, on voit qu'il n'y a aucune option de cette nature. Et enfin, notre discours microéconomique, c'est un discours de type onusien. C'est l'atteinte des objectifs du développement durable. Et ça, il faut le reconnaître, l'Occident ne s'est pas développé en respectant les droits humains. Quiconque a lu Germinal de Zola sait dans quelles conditions l'industrialisation a eu lieu en Occident. Et donc, quand l'Occident nous demande de respecter les droits humains, nous demande d'être dans le commerce international alors que lui-même viole les règles du commerce international, nous demande de ne pas utiliser l'arme monétaire alors que lui-même n'a fait que ça durant les crises qui se sont succédées, nous demande de ne pas utiliser l'arme budgétaire alors qu'ils ont mis en place le quoi qu'il en coûte pour répondre à la pandémie de Covid et à la crise des subprimes. Je dis, camarades, réveillons-nous. Merci. Thank you very much. Whichever way we come at security without development and the economy, it's nothing. So thank you for highlighting the economic aspects and the community. Our last speaker for the... parties to the conflict to come to the dialogue and talk to us about their issues, which they did. It was a difficult conversation. They were not happy to be in the same room. This year we invited the Congolese to come to South Africa and talk to us about their difficulties. The same thing happened. It was a very difficult conversation. We had armed rebels, representatives of the opposition and the government. Many of them came, and many of them spoke to us. In fact, what they wanted was former President Thabo Mbeki, who mediated the first truly independent constitution of the DRC in 2002, 2003. They wanted him to go back to solve the problem. And they said, why should we go to Washington and Doha to find mediators? But he said he was too old to do that. But he listened to them. And we agreed in the end that there's maybe a need for a national dialogue, convened and driven by the Congolese themselves. The Sudanese also tell us the same thing. As South Africans, we know about dialogue because that was the way that we solved our problem with apartheid. I'm very happy to be here and share some insights with you as requested. Let me start with this complicated term, strategic autonomy. I can't recall if you defined it, Chair, but if you look it up, you will see that it means the ability of a state to pursue its national interests and adapt its preferred foreign policy without depending too much on foreign states. My colleague who just spoke about that, and he was asking for us to exercise agency in avoiding this dependence. But now it's also a concept that's quite topical in international relations. It's given the changing world order, and it's particularly popular in Europe. In fact, the EU has put this in their foreign policy documents. The EU exercises strategic autonomy. It's, of course, their reaction to the Trump administration. It's also called hedging, or transactional foreign policy, or deal-making. Is this a good thing? If you decode this fancy word, this concept. What about values? Should our foreign policies be driven by values and principles, or shall we make deals with the powerful? And where will that take us, do you think? I would argue that our countries need foreign policy approaches inspired by the philosophy of the African Renaissance. And let me remind you, or let me give you, you probably have a list
yourself of what you think should inform our countries, our leaders, when they make foreign policy decisions. I'll give you 7. We want prosperity as a value and as an aspiration. Economic and social growth, high living standards. We want integration. We want an integrated Africa. We want Pan-Africanism as a philosophy to drive our foreign policy. We want democracy, freedom to choose, good governance, human rights, rule of law, respect. We want peace. We want security and stability. We want a culturally rich Africa. We want recognition for our very rich heritage, which we celebrate all the time. We want unity. We wanted a united Africa. In fact, let me repeat a word that many politicians have said here today. People-led and inclusive. People-led and inclusive. In my experience of dialogues, it's a difficult and a sensitive topic to discuss, is the form of people's representation. I'll give you a simple example. Today, I see in the hall at the back, there are many young people. I see in front of the hall, there are older people. I see a hierarchy. Have you in the back been given input into the dialogue today? Not yet. Not yet. Except for cheering Madame Toure here. Have you noticed that the 7 points I raised is actually the foundation of the Agenda 2063 of the AU? That's the 7 principles that underscores that approach. So if we agree, yes, we want to exercise African agency, how do we do that? I've heard many proposals today. I'll give you 2 more. I think we have to adopt a 2-way strategy in exercising our agency. The first one is we must market and promote Africa's uniqueness. And secondly, we must defend and protect Africa's assets. You might want to ask now, what is unique about Africa? I have a list, and I think you might have a list too. What makes us unique as Africans? We have diverse landscapes and ecosystems, very rich. We have unique wildlife, ancient historical sites, rich cultural heritage. And in fact, when I wrote this down, I was listening on Spotify in my ear to Salif Keita's song called Africa. I wish we can adopt that song towards the end of the forum. It speaks to the value that we have as uniquely African. What are our assets that we have to protect and defend and use? Again, you might have a list. On my list, number 1 is human capital. And you know where's the human capital in the room? Tell me. They're sitting here with us. In fact, all of those of you who are younger than 30, can you show me who you are? Show me your hand. I think, yeah, the hands are coming up slowly. You are our talent. You are our future. You must be on the stage. You must speak to us. So that is a Your time will come very soon. The second one is our geostrategic location. Africa is very well placed between West and East. Think of the map. The third one is our natural resources. Minerals, carbohydrates, renewables, land, forests, water, sun. But you might ask yourself in the back of your mind, who controls these things? And that is really a problem that I want to talk about in a minute. The second question I was asked to talk about is, can we define a unified African position in international peace and security forums? Let me quickly tell you that these kinds of forums here exist elsewhere in the world and in the global north as well,
and they're quite powerful because they are agenda setters, or they control agendas. They are also norm setters. And you get invited to some of them at the behest of the host, and you have to fit into their agenda when you appear at this forum. The one that I think all of you know is the München Security Conference. There's another one called the Valdai Discussion Club. There are more. They're important. Like the World Economic Forum. They set agendas. They determine choices. They choose, we follow. We would like to go there. And in fact, when I did my homework, I discovered at the München Security Conference, it's a critical forum. That's where Ukraine got sorted. There are African voices. They are invited by the guests, by the hosts, and then given a spot on the platform to speak the language of the host. Is this good for us? Can we change that? How do we change that? I think to avoid that kind of exploitation, before Africa can take a continental position on these global forums, we need to get our own house in order, Chair. And I think we need to work together a little bit more closely. You know, here on the continent, there is the Lomé Forum, the Aswan Forum, the Tana Forum, the Dakar Forum, the Mount Grace Forum, where I come from. We have potential, but we tend to be a bit regional in our approach. We speak about us and our neighbors. Can you envision or imagine us coming together and strategizing to develop common African positions on forums? Forums are not governments. We don't make decisions. We can shape and influence. So I'm proposing that we build a network of African peace and security forums going forward on the basis of shared values. And we can talk about what roles we play and who does what. And we can even create a kind of a working group or a secretariat. I think we have to do that fairly quickly because the world is changing in front of our eyes and we are being taken advantage of because we are rich in assets that the world needs. Which brings me to this third point. Can you think of strategies to reduce external pressure and strengthen local capacity? I have to say in a footnote very quickly that one of the issues that underscores all of these forums here with us, even München, is a very powerful network of researchers and analysts. And I think as Africans, we must prioritize our own. We shouldn't allow our leadership to commission research reports from consultants who come from Europe or America. For me, those days must be over. We are strong enough intellectually to do it ourselves. I call on the organizers to prioritize this. I've done it with the Thabo Mbeki Foundation, which is why they then seconded me there to do the work. We can do it with all these forums and create a network. So strategies to reduce external pressures, yes. In fact, external pressure is increasing because of the competition for Africa's riches, Africa's assets. This cannot be wished away. This morning I looked on X at a picture, you know what I mean by X? A picture posted by the American advisor on Arab and African something states, shaking the hand of Ursula von der Leyen, who is the President of the European Commission. Do I have it right? In the text, you must go and look it up afterwards. They say that they are so happy to share ideas about how to solve Africa's problems. And they were smiling. These are the agenda setters. Can we reduce or mitigate this kind of behavior? Oh, and by the way, you know I'm South African.
There's another picture of my president who's shaking the hand of Ursula von der Leyen. The European Union has given us 120 billion euros for this just energy transition. And I don't have time to discuss that, but you have to ask about the fine print, the terms of that investment. Can we use this kind of world that we face to our own benefit? And I think yes, but only if we have strong policy frameworks, a meaningful strategic culture of decision-making, and if time allows, I can explain what I mean by that. Don't have time. And then implementation strategies. I want to say that ultimately, speaking from this informal forum position, we must complement the continental interstate system. We're not wishing the AU away with all of its weaknesses, or the regional economic communities who are even less strong than the AU, but complement and assist by giving a role for our active citizens, active citizenry, organized civil society infused with the values of the African Renaissance. Finally, can we build a sustainable framework for security and economic sovereignty? I'm going to skip the economic sovereignty part because my colleague has done the lifting. So let me conclude with this point. Can we build a sustainable, a durable framework for security, cooperation? Well, you know, colleagues, we have many frameworks that claims or aims to promote this or these. APSA, AGA, the African Governance Architecture, the African Economic Community, the ACFTA, REX, the APRM, the AUDA, the AU Development Agency. There's enough of them. They have missing parts. They miss the private sector. They miss organized civil society. We can refine these, and I propose that we in our advice, we propose a combination of two terms. The human security paradigm, which I know you know, freedom from fear and freedom from want, human security. And what is now known as adaptive peacebuilding. Adaptive peacebuilding. Allow me in the last minute, Chair, just to explain adaptive peacebuilding, because it sits at the heart of my proposal. And it resonates with what many of my colleagues have said today. Peacebuilding is about influencing the behavior of social systems that are victim to violent conflict. A society sustains peace when its social institutions are able to ensure that political competition is managed peacefully, and that no group uses violence to pursue its own interests. For peace to be self-sustainable, a society needs to have strong institutions to channel and manage disputes peacefully. If a society is fragile, it means that its social or its governance institutions lack resilience. Resilience to withstand shocks and challenges, and the ability to adapt grows as social institutions develop complex forms of self-organization. It is not possible to direct or to control self-organization from the outside. It has to emerge from within, the soul of a society. Sometimes people talk about a social contract. If the social contract is broken, it means there's violence and a disagreement about the rules of the game. How do we recover that? Only us. The more we ask outsiders to do that for us, the less we are able to build confidence in doing it ourselves. Doing what ourselves? Achieving sustainable peace. And that is the purpose of forums such as this one. Thank you. Thank you. Thank you, Professor, and thank you to all the panelists for some excellent interventions from the podium. Let me, before I open it up, I'm conscious of the time. I checked, and we don't have much time because we started late as well. But allow me to be provocative before I come to the audience.
and ask the panelists and whoever wants to take this. Since morning we've heard strategic autonomy. A good professor has just said, you know, European term, Europe is also thinking about that. If I look around the world and look at the countries that have actually taken off and been successful, I would argue these were not countries who were fighting for strategic autonomy. These were actually countries that became highly interdependent in the global economy and security architecture, and then rose. I would argue today that the two most interdependent countries of the world are the United States and China. So I would like to challenge the conversation and the panel and ask whether it is about doing everything ourselves or whether it is benefiting from the others for our own good rather than for their good. I think these are two different ways of coming at the same problem. Would you want to? Yes. I doubt that any of us are saying, maybe you do, that we have to be de-linked from the global economy. I don't think we're saying that. We must find a way to strengthen our internal resources, our internal ability to build our own strength, which is societal resilience and economic strength, by making use of the abundance of natural resources that belongs to us, that are stolen by others. In the process, making strategic alliances where we can benefit from. Not forgetting that if we lose our value set in exercising our strategic autonomy or our independence or our agency, we will become just another bit player and become a plaything in the hands of the powerful, which is, allow me to say this, on the one side, the West, led by America, or the East, led by China. We're not facing, people naively believe, I think, that there's a multipolar world emerging. I hear this all the time. We're facing a Cold War 2.0. There's competition between a declining empire and a rising empire. And this is a war in many ways. Now your question is, where do we fit in and how do we benefit from this? I think it's a risky game to sell your soul to the one or the other. Okay. On your chair, on your chair. I don't have any. Well, that's interesting that you brought two countries, but let me remember that they have something in common called revolution. The United States emancipated itself from the Brits. China emancipated itself also, I would say, from poverty, from oppression, from different sides. Did we accomplish that revolution ourselves? We are halfway. I do think, and I totally concur with what was said, that we do have some freedom to conquer, and we are not yet there. Because if you are still at this level of poverty, that's the most disempowering effect on us. You cannot be that poor and deal effectively with essential issues. And until we put the issue of poverty at the core center of what we have to do, I think we will be here repeating forums, but we would not move forward. Again, we need an African-wide initiative to eradicate, definitely, poverty. So we raise ourselves to the 21st century, because we are not yet there. In some of our villages, they're in middle-age situation. Sure. Thank you. Thank you. Yeah, please. Because Mu'id is also going to ask me, I read his mind about what is to be done. Let me do a couple of things. So Kauko talked about the need to change the narrative. Well, that's just part of the story. We also need to change the substance. And that is on top of what His Excellency Abd Said said, that Africa needs nobody's permission
to reclaim its agency. Now, let me give you some data. It may be a little dated. Remember, I earn a living as a historian, so everything I tell you is a little dated. 13, 14 years ago, a consortium of British NGOs put together every piece of data available and calculated how much goes into Africa in all forms and how much leaves Africa in all forms. And the figures was that everything that leaves Africa, it was in the range of $190 billion a year. That is interest, service, debt servicing, investors collecting their profits, and everything else. Swindlers swindling and whatever. Corrupt leaders siphoning their capital, and everything that came into the continent, including the massive remittances that come from the African diaspora, was in the range of $140 billion. So we're looking at a $50 billion deficit. Then you wonder, who is developing whom? And when the likes of Jacques Chirac openly speak of how their countries would be third world countries without Africa, who is developing whom? So the question is not so much containing or retaining the narrative or changing the narrative. We need to change the substance as well. One last thing. This is Anthony's point of inviting the youth that it's their time. Well, but here we are still, right? And this reminds me of an African proverb of the young know how to run, but the old know the way. Well, of course, it doesn't work with President Obasanjo, who is not, as an old man, knows the way, but also he was running on the stage as you saw him. But our celebration of the need for young blood to lead, it tends to be misplaced as well. So we have to be very careful to know we have to be careful in how to calibrate the accumulated experiences of the old and the energy of the youth to find the right balance. We cannot afford to any longer be swept up in emotional rhetoric and wrecking the continent again. Young leaders that we hoped would develop this continent wreck their countries beyond measure, and I have several examples to mention if you give me 15, 20 minutes, which I don't think you will. I will never be invited back if I do that again. One question to you, sir, and then we open it up. There's a conversation about poverty. I think exactly right. The developing world, global south suffers. But I want to ask you about inequality. Because there's no dearth of personal wealth in the global south, including in Africa. So poverty, yes, and we have to keep poverty at the center. But how do we bring inequality down, which drives so much of the violence? Because people can see the richest of the world here and the poorest of the world as well. Oui, la question que pose le modérateur à propos du statut des inégalités, pour l'économiste que je suis, c'est une question compliquée. Parce que Kuznets, qui est un de nos pairs en économie, dit que le processus de développement engendre fatalement l'accroissement des inégalités. Et qu'ensuite, les processus deviennent convergents. Mais ce que moi je voudrais dire, et c'est important pour moi, c'est que le rapport que nous avons avec le reste du monde, c'est ce rapport qui est profondément inégalitaire. Et il y a deux choses à l'heure actuelle qui m'inquiètent vraiment. Première chose, c'est la reprimarisation de nos économies. Quand vous voyez toutes les statistiques sur les 20 dernières années, vous vous rendez compte que la part de la transformation de nos matières premières est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que
les minerais de la transition écologique et numérique sont quasi exclusivement en Afrique. Ce matin, on a même parlé du lithium. Et ce qui se joue, c'est que les pays du Nord et les pays émergents n'hésitent plus à faire preuve de prédation pour récupérer ces minerais de la transition numérique et écologique. Ce qui fait que les statistiques sont claires, l'Afrique est en train de reculer par rapport à sa capacité de transformation des matières premières. Donc il y a ce néo-extractivisme qui me paraît dangereux pour le développement de l'Afrique. Et le deuxième élément qui me paraît tout aussi dangereux, c'est ce néolibéralisme. Qu'est-ce que le reste du monde nous dit? OK, laissez faire, laissez passer. Sauf que quand nous voulons migrer vers le reste du monde pour améliorer nos conditions de vie, nous avons les problèmes de visa. Vous avez un étudiant de l'université de Lomé qui veut aller aujourd'hui en France, ben, je lui souhaite bonne chance. OK? Sauf que le phosphate togolais peut partir sans aucun problème. Vous voyez? Et donc, ça c'est la malhonnêteté intellectuelle du système néolibéral. C'est nous dire qu'un être humain rationnel doit maximiser son bien-être, mais dans la vraie vie, vous avez des frontières et vous avez des visas. Vous avez suivi cette semaine la difficulté que le Burkina Faso a avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc c'est ça. Il y a les inégalités intra-africaines dont j'ai parlé, qu'il faut réduire, qu'il faut résorber. Et une des façons de résorber ces inégalités intra-africaines, c'est le développement à la base, c'est la décentralisation, s'assurer que les ressources vont dans les collectivités territoriales, mais il y a aussi les inégalités entre les continents. Et là, l'Afrique subit des inégalités incroyables. Je vous donne un dernier chiffre. La dette écologique, la dette que l'Occident nous doit, c'est 21 000 milliards de dollars. C'est 1/5 du PIB mondial qui est de 100 000 milliards de dollars. Donc, alors, quand on nous dit que l'Afrique est endettée vis-à-vis du reste du monde, ça me fait rire. Parce que ceux qui ont détruit la planète depuis 5 siècles, ce ne sont pas les Africains. Et donc, s'il faut payer cette dette écologique de 21 000 milliards de dollars, vous voyez que l'Afrique, en fait, elle est créditrice nette vis-à-vis du reste du monde. Donc, l'enjeu, c'est le narratif. C'est le narratif. Il faut sortir de l'idée que nous devons quelque chose au reste du monde. C'est le reste du monde qui nous doit beaucoup. Merci. Thank you. Let me open it up for the audience and take questions. I would request that you please keep the question short and make it a question so that our panelists can answer. Maybe start here, please. I will. I'll just come. Can we get the mic? Yes. You got many questions. You got many questions. I'm here all evening. I think the next panel is on the youth, by the way, Anthony, so I think we need to give them a chance. Bonjour, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Ministre, avec votre permission, d'abord exprimer toute mon admiration et mon respect pour Madame le Premier ministre, haute représentante du président du Sénégal, et mon professeur d'économie qui est ici et que je ne saurais absolument contredire sur les chiffres, particulièrement sur la partie économique, donc je n'y toucherai pas. Par contre, il a mentionné les droits humains, il a mentionné les objectifs de développement durable qui sont le cœur même de notre métier au sein des Nations Unies. Madame le Premier ministre a mentionné que l'Afrique est 1/3 de la représentation de l'Assemblée générale des Nations unies où sont adoptés les objectifs de développement durable. Donc, c'est-à-dire les Africains sont eux-mêmes au cœur de ces objectifs de développement durable, de leur
conception et de leur adoption, et nous l'espérons de leur mise en œuvre. Vous avez mentionné Germinal, c'est 1850-60, mais au XIIIe siècle déjà, les grands-parents du ministre Abdoulaye Diop adoptaient la charte de Mandé. Et cette charte de Mandé, c'est une charte qui, si on la comparait aujourd'hui aux objectifs de développement durable, on s'y retrouverait énormément, particulièrement en ce qui concerne les droits humains, le respect des libertés individuelles, le respect des droits de l'homme, mais également l'éducation, le développement et j'en passe, la sécurité alimentaire, tout y était déjà expliqué. Donc ce n'est vraiment pas une question, mais un commentaire pour dire qu'il y a vraiment un alignement et on ne devrait surtout pas revenir sur des acquis que les objectifs de développement durable nous ont permis de réaliser. Merci beaucoup. Thank you. Let me take one from this side, the gentleman there in the glasses. Oh, you have a question, sir? Please, I'll come to you. If we can get the mic here. Merci. Moi, c'est plus un commentaire. C'est un commentaire que je voudrais faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur a dit. Je voudrais d'abord remercier les panélistes pour la qualité de la présentation. Je voudrais réagir sur ce que le professeur a dit. Je suis d'accord sur la plupart des points qu'il a soulevés, notamment l'aide. Elle est avilissante, c'est clair. On essaie de créer une certaine dépendance à l'aide. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, sur le terrorisme, il y a un narratif qui est en train de prendre de l'épaisseur. Celui de faire croire que c'est la misère qui conduit au terrorisme. Ce n'est pas vrai. Les pays dans lesquels ça a commencé n'étaient pas les pays les plus misérables du monde. Quand le terrorisme est arrivé chez nous, et tout à l'heure vous avez donné l'exemple le cultivateur de riz qui va abandonner sa production de riz parce qu'il n'est pas compétitif et devenir djihadiste. Non, il ne le fera pas. Vous savez pourquoi? D'abord, parce qu'il sait que c'est interdit de tuer. Ce n'est pas bon de tuer, il le sait. Et qui il va tuer? Il va tuer quelqu'un avec lequel il partage la même galère? Parce qu'en fait, ces terroristes-là, ils s'attaquent à qui? Ils s'attaquent à leurs voisins, aux gens de leur environnement. Je ne vois pas quelqu'un, il n'y a aucune logique dedans que quelqu'un qui produit du riz parce qu'il n'est pas productif, il abandonne pour venir attaquer son parent ou un de ses... Je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, au Sahel, la misère n'a rien à voir. Le terrorisme a été importé pour créer un chaos, pour chasser les populations de leurs terres et faire le vide, pour que ces pays occidentaux-là aient toute la liberté de piller nos ressources à l'insu et sans témoin. Parce qu'au moins, quand il y a les populations, elles sont là, elles voient ce qui se passe. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies du monde, ça va très vite, elles peuvent prendre des images, voilà, et tout ça. Donc, je ne pense pas que... et ils savent qu'il n'y a pas d'avenir dedans. Quelqu'un qui produit du riz, son riz n'est pas compétitif, il cherchera peut-être autre chose à faire. Mais les terroristes, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir dedans. L'avenir, c'est la mort. Les jeunes adorent et se font enrôler parce que ces jeunes ont peur. Je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, c'est la peur. Un exemple simple. Quand vous voyez les victimes, enfin les combattants terroristes que l'armée arrive à neutraliser, mais ils ne ressemblent à rien du tout. Quand vous les voyez, vous voyez des gens misérables. Vous voyez des gens avec des bottes militaires, de chaussures différentes, habillés en haillons. Vous voyez sur leur visage la misère. Ils ne gagnent rien dedans. Ce qu'ils gagnent, c'est par contre ces pays occidentaux qui les sponsorisent et les patrons qui sont au plafond. Ça, peut-être. Mais ceux qui combattent là, ils n'ont autre chose encore. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est chez nous, la zone des 3 frontières. Vous verrez rarement, pour ne dire jamais, quelqu'un un jeune qui est en dehors de cette zone,
qui vient se faire enrôler. Jamais. Pourtant, ils ont les mêmes réalités économiques que les jeunes de la zone des 3 frontières. Si c'était juste pour des raisons de gain, des raisons économiques, il aurait quitté sa région et venu se faire enrôler dans cette affaire. En fait, c'est la peur. Il y a des représailles. Et nous n'avons pas la capacité d'avoir cette police de proximité pour faire en sorte qu'au moment où ces djihadistes font le représailles, que nous soyons là pour protéger les victimes. On vient, dans les familles, on leur dit, on connaît, ce sont des gens qui vivent avec eux, ils savent, ils le connaissent. Ils exigent que les familles contribuent pour alimenter les réseaux sociaux. Et la contrepartie, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent que ces gens-là gagnent, non. C'est laisser les parents tranquilles, laisser les parents de celui qui adhère tranquilles. Ne pas lui prélever la dîme, ne pas s'attaquer à leurs intérêts, et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est vraiment la peur. Ils savent, ils ne croient pas. Qui est victime aujourd'hui du terrorisme au Sahel? Ce sont les musulmans. Moi, je ne pense pas qu'un musulman va tuer un musulman pour dire qu'il défend la cause de l'islam. Les raisons du terrorisme, je ne sais pas ailleurs, au Sahel, la principale raison, en tout cas chez nous, c'est la peur. Les gens ont peur des représailles. Voilà, c'est ce commentaire-là que je voulais faire. Et peut-être un peu sur l'aide, je suis tout à fait d'accord que l'aide, elle est là pour créer la dépendance. Je vous donne un exemple très simple. C'est peut-être ça un peu la différence entre les universitaires et ceux qui sont du terrain. Une fois, nous, on m'a présenté une requête de WC dans les écoles. C'est hallucinant. Comment vous allez demander à un pays occidental de venir vous faire des WC dans des écoles? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour faire des WC? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Creuser un trou et mettre du ciment? Il faut qu'on demande à quelqu'un de venir de l'Europe pour nous le faire ou nous donner l'argent pour le faire? Ça devient une addiction. Et c'est ça le principal. Et on nous a conditionnés à ça. Les gens trouvent que c'est normal de le faire. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Thank you. We have a lot of questions and not enough time, so I'll go one by one, but short question, please. Yes, the gentleman in front. Thank you very much. My question is about the 3 concepts: concept of state, concept of market, and concept of political regime. I think there is a confusion between these 2 concepts, because sometimes the neoliberal agenda that has been put in place 14 years ago make a confusion between states, between state and political regime and market. And there is one country in the world who resists that. This is my question. This is China in 1986. From Tiananmen, they resist to the neoliberal agenda and they build a kind of industrial state. My question is how to restore the industrial state in Africa that has been put in place since independence and that has been dismantled by the privatization and privatization that has been led by World Bank and IMF, something like that. This is my question. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. And we'll come back to the panel. I'll just take 2 or 3 quickly. Yes, sir, right here. Allô, oui, merci. Je remercie tous les panélistes qui, grâce à la clarté de leur présentation, ont augmenté notre confusion. Quand je regarde le titre du panel numéro 2, l'autonomie stratégique de l'Afrique dans un paysage géopolitique en évolution, le mot autonomie veut dire qu'on a envie d'être nous-mêmes. Stratégie, c'est comment on y arrive, n'est-ce pas? Et une citation que j'aime beaucoup, c'est de Martien Toa. C'est notre questionnement. Non, c'est notre. Quel est le si quelqu'un le sait, Can you ask the question, please?
c'est notre devoir-être qui doit orienter notre questionnement. C'est notre devoir-être qui doit orienter notre questionnement. Alors, ma question, c'est de savoir tout ce qui a été dit. Est-ce que, pour avoir l'autonomie, devons-nous aller vers une rupture? Puisque les uns après les autres, il a été démontré qu'il y a des nœuds que nous ne contrôlons pas. Est-ce que c'est une rupture pour créer un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes? Il y a un mot que je n'ai pas beaucoup entendu, et le professeur Anthony a parlé de panafricanisme, il est le seul. Okay. C'est aussi une possibilité, parce que quand on dit panafricanisme, ce n'est pas seulement voyager d'un pays à l'autre. Non, non, la question est d'avoir une terre, d'avoir une économie et une armée qui protège cette terre et cette économie. C'est ce que ça veut dire, fondamentalement. Okay. Donc, ma question que je pose ici, est-ce que c'est une rupture qui peut nous permettre d'arriver à l'autonomie stratégique de l'Afrique, ou bien c'est le fait de nous mettre ensemble? Merci. Thank you. Thank you. Let me go all the way back there and then come back to the panel. Yes, please. Yes, I'm seeing hands. Let me just get the questions and then come back. Yes. Merci. Je me présente, je suis Didier Alou. Je suis le directeur du cabinet Africa Dev, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la transformation sociale. Donc, je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour la qualité donc, de cet événement. Sir, can you ask the question? We are short of time. Please ask the question. OK. Au fait, je pense que tout ce qui a été dit aujourd'hui, depuis que nous sommes entrés dans cette salle, tout le diagnostic qui a été posé et qui d'ailleurs va continuer à être posé jusqu'à la fin de ce forum, c'est des diagnostics qui ont été posés depuis fort longtemps et dont chacun de nous a pleinement conscience. Tout ce que nous disons ici n'est pas du nouveau. Mais là où nous avons des difficultés, là où l'Afrique a des difficultés, c'est dans sa capacité à mettre en action les décisions qui sortent de ces genres de rencontres. Et je pense fondamentalement qu'il y en a en Afrique qui ont commencé par comprendre et qui prennent des décisions, qui prennent des dispositions pour aller loin. C'est l'AES notamment, dont je salue ici la présence des ministres des Affaires étrangères. Ensuite, pour terminer, je crois que le problème de l'Afrique, c'est fondamentalement l'unité, la réduction des inégalités, comme il a été dit ici, la lutte contre la corruption, l'accélération de la mise en œuvre des leviers de développement, et le tout dans un décor de changement de paradigme et de décolonisation des esprits et des mentalités. C'est ça que je voulais apporter. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est une contribution surtout. Merci. Okay. So, who has a question? Last question here, and then we come back, and then we'll come. Question. Disaster. Disaster. My name is Shadrach Agaki from Kenya. I have a question. Yes. How do we do strategic reallocation of security resources to skill Africa for the strategic autonomy that we are talking about here? Because from a report that was released on 9th, about $2.7 trillion is used in security. How do we strategically reallocate these resources to skill Africa and young people for sustainable development? Thank you. Let me come back to the panel. Take a round of, don't have to address every question, but whoever wants to take it, and then we'll go back. Anyone? Do you want to start, please? Do you have any? I think it's on. Oh, okay. I just wanted to first of all to respond to the gentleman here who spoke of the counterterrorism in the Sahel and the take from people on the ground. I think it is also it's a mistake sometimes when people hear of terrorism
and especially politicians, and they come and say, we do not negotiate with terrorists. They make it sound tough and macho saying that, but it takes bravery to call your enemy, look him in the eye, and say what you think. So I think in terms of counter-terrorism measures, sometimes security forces get it wrong. It is important to identify what the people on the ground needs. If there's a case of terrorists coming in, they don't just come from nowhere. They'll stay in the neighborhood. The people, if they are involved in their own security, in taking ownership of their own security, they'll be the first people to report suspicious movements in their backyard. But before that happens, there must be trust between the security agencies and the local people. Four quick points. I want these forums to talk to each other. I want you to hear my people in Southern Africa. They speak the same language. They speak about inequality, unemployment, violent crime, violence against women and children, terrorism, violent extremism, the same agenda. I want to hear in North Africa what the issues are. In fact, I'm thinking that we should do our homework better as organizers and bring discussion papers or background papers to our audiences before we even start to talk. There's a lot of questions about data and statistics and so on. We can provide that before we even start. On violent extremism, I'm familiar with what's happening in northern Mozambique, a province called Cabo Delgado, east coast of Africa. The state response was a big mistake. You send soldiers and the police to kill the terrorists. We even deployed SADC, the regional community, to go and do that. Guess who trained the soldiers to do this? The Europeans and the Americans. What was the result? If there are Nigerians with us, tell us what is the result. If you militarize and securitize this very deep socioeconomic problem. So there's much to be learned from each other. On strategic autonomy, I apologize if we confuse. For me, it's very straightforward. We must market and promote our uniqueness, and we must protect and defend our assets. This is the responsibility of our leadership, and that's my last point. Often we see a failure of leadership. It is one of the elephants in the room, as we say back home. Can we expect our older generation of leaders who went through liberation struggles and quite tough times to bring independence to Africa, to give us their wisdom and experience so that those who follow, the younger generation, can learn in an intergenerational dialogue what it is that is wise to take forward? There's a time for us to come and a time for us to go. And we have to apply this to our own societies, including these forums. Thank you. And by the way, just for everybody's knowledge, the Lomé Peace and Security Forum has actually done a forum of forum meetings as well, brought different forums from around the world together. I think you had it yesterday, so please. Oui, merci beaucoup. Je prends bonne note des observations de Monsieur le Ministre. Mais il y a quand même un point qui me paraît devoir être présent dans, sinon les causes, au moins les mécanismes d'accélération de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. Comme vous le savez, j'ai été commissaire à l'Union économique et monétaire ouest-africaine en charge de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Et ce que nous avons remarqué, c'est que sur les 40 dernières années, nous avons perdu 20% de notre productivité agricole du fait du réchauffement climatique. Et pour répondre à cette perte de productivité, les agriculteurs ont dû augmenter leur superficie cultivable pour maintenir les niveaux de production au moins au même niveau. Voilà. Ce faisant, ils ont réduit les couloirs de transhumance
pour les populations nomades, en particulier les populations Peuls. Et dans un pays comme le Burkina Faso, c'est très clair qu'il y a une montée des tensions entre les Peuls et les populations sédentaires, en particulier les Mossi, du fait de l'augmentation des superficies cultivables et de la réduction des couloirs de transhumance. Et ça a engendré dans les réponses des coalitions entre certains mouvements irrédentistes et certaines populations Peuls. Ce qui pose problème d'ailleurs à l'heure actuelle au Burkina. Donc je ne crois pas que ce soit simplement une question de peur des populations. Je crois qu'il y a de vrais enjeux liés au triptyque État, territoire et société dans le Sahel et même dans les pays côtiers. Ces questions ne pourront pas y échapper. Et il y a un autre élément qui me paraît fondamental, c'est que tous ces groupes terroristes, quand vous les observez, ils utilisent des logiques territoriales précoloniales. Okay. Je rappelle quand même, et je n'irai pas plus loin sur ce point, que les trois empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, par qui ces trois empires ont été détruits. Et sur ce point, je n'irai pas plus loin. 1076, l'empire du Ghana, détruit par les Berbères almoravides. 1433, l'empire du Mali, détruit par les potentats Touaregs. Et 1591, l'empire Songhai, détruit par la dynastie saadite du Maroc. Il y a un problème entre le Sahel et le Maghreb. Et enfin, troisième point, le ministre Cornelius Aïdam, moi je ne parle pas de rupture. Moi je dis que l'enjeu, c'est de sortir des dépendances subies pour aller à des interdépendances choisies. Pour moi, c'est ça l'agenda de la transformation de l'Afrique. Et donc, dans ce choix des interdépendances, il faut que nous mettions au devant la question de la cohérence de nos politiques publiques. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir faire de l'industrialisation et maintenir toutes les frontières ouvertes. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut ne pas oublier la question du protectionnisme. Chaque fois qu'on veut mettre certains sujets sur la table, le reste du monde nous dit « on vous disqualifie parce que ce sujet n'est plus d'actualité ». Quand Donald Trump parle de protectionnisme aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il a de bonnes raisons de le faire, parce qu'il a peur de la Chine. Mais l'Afrique qui veut s'industrialiser, pourquoi elle ne peut pas mettre sur la table la question du protectionnisme? Et donc, moi, mon problème, c'est que nous, les dirigeants africains, nous devons, comme tu as cité Martien Toa, j'aimerais reciter Martien Toa pour dire l'heure de nous a sonné. L'heure de nous-mêmes a sonné. Et ça, nous devons assumer clairement nos choix, notre vision et les moyens d'atteindre notre vision, et de façon décomplexée. Et je crois que, et je parle sous le contrôle des ministres ici présents, le forum de Lomé y contribue. Merci beaucoup. Thank you. The last two comments from... Very quickly on how to assert our strategic autonomy, which is a clear recognition that we are neither strategic nor autonomous. So in 2016, the Assembly of Heads of States appointed President Kagame to come up with reform in the whole system, the whole union. And some of the preliminary recommendations of what I call the Kagame Commission was 0.2% of GDP membership. That has not been implemented, because that would have enabled the African Union and its various departments to function like real unions. Failing that, the entire union of this giant continent is supported by countries like Norway. And I'm not trying to be ungrateful,
I am grateful for whoever gives, but whoever gives, I expect it to take. Your Excellency, I'm moving to the next point. Very briefly, Your Excellency, I appreciate what your 3 countries are doing, but I take issues first with state-centric definition of what terrorism and terrorists are, of what piracy and pirates are. Second, externalizing our problems simply don't help. If our countries are able to address the abject poverty at the grassroots, forces of evil, foreign or domestic, would have no ground to grow on, would have no fertile ground to grow on. I say that with utmost respect to you personally and to the 3 states. Thank you. Oui, il va falloir à un moment que l'Afrique se décide à oser. Parce que ce type de débat, bon, on a été des étudiants turbulents, on les mène depuis au moins 40, 50 ans. Et c'est maintenant le temps de l'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on va oser ou pas? C'est la question qui se pose. J'ai cité tout à l'heure et les États-Unis et la Chine. Vous arrivez à un moment de votre existence où vous n'avez plus d'autre choix que de complètement changer de direction, et l'Afrique en est là. Parce que si on continue sur ce même chemin, je ne parle pas de la pression démographique, des gens qui sont derrière là-bas, là, qui vont nous trouver comme élite et qui vont nous dégager, mais je parle également de toutes ces bandes armées, équipées par qui on sait et dont on ne parle jamais. Vous voyez des terroristes en 4x4 derniers cris, avec les dernières armes, ils traversent les ports et ils arrivent ici. Et qui les financent. Toutes ces questions-là, en fait, on le sait, mais on n'en parle pas. Donc, il y a une question de responsabilité des élites africaines pour aujourd'hui faire face, ensemble. Et je voudrais vraiment qu'au niveau de l'Union africaine, on rétablisse le principe de ne jamais voir un pays africain agresser ou faciliter l'agression d'un autre pays africain. Nous sommes tous des diplomates, nous ne parlons pas de nom de pays, mais nous le savons. Donc il est temps vraiment que ce principe-là, nous l'exerçons entre nous, au sein de l'Union africaine. La deuxième question, c'est quel modèle économique nous comptons mettre en œuvre. Ça fait 65 ans que nous sommes entre néolibéralisme et libéralisme qui n'a rien produit pour nous. Est-ce qu'il y a, professeur, est-ce qu'il n'est pas temps de réinventer l'économie africaine elle-même comme sujet même de réflexion? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même la partie la plus pauvre de la planète. Et ça, c'est la question centrale. C'est la mère des batailles. Là, je me répète, mais c'est parce que cela me tient fondamentalement à cœur. Bon, comment voulez-vous qu'on nous respecte quand on voit, il y a eu combien 5000 noyades de nos jeunes dans l'Atlantique. Mais comment voulez-vous que nous, on nous prenne même au sérieux parfois? Évidemment, avec nos titres et nos costumes et nos gros boubous, on nous respecte nous. Mais on ne respecte fondamentalement pas l'Afrique en tant que telle. Donc cette question, elle est centrale. Et ça, il faudrait qu'on la porte vraiment au plus haut niveau. Quelqu'un a parlé de l'industrialisation, mais sans industrialisation, on n'ira nulle part. On importe des cure-dents, on les importe. On sait quand même fabriquer des cure-dents. Je ne parle pas même de l'armement militaire qu'il est temps de promouvoir en Afrique. C'est pour ça qu'il doit falloir qu'on ose. Si on n'ose pas, on sera là encore dans les 100 prochaines années à avoir des regrets. C'est pour ça que le mot révolution peut faire peur, mais il est nécessaire. Thank you very much. If we were to judge by the substance of the conversation, we would be here all night.
but I'm getting looks from there saying, enough, it's time. I apologize, we started late, we're out of time. There's another panel, and that's on the youth, so we won't stop them from taking. And Madame is right, now we have to prove that we want to listen to them by staying here for that panel. I want to thank each of the panelists, I want to thank the audience, and I want to end by making two small points. One, strategic autonomy is always going to be a function of internal unity. If Africa can come together, there is no power on earth that can stop this continent from growing. In fact, the entire global south from growing, given all the resources and riches we have. And second, I think I'm the most optimistic person in this hall for sure. Because as an outsider, I see real potential, real character, real passion in the room to move forward. The world is fluid, everybody is struggling. But here is the opportunity that each one of us can take as members of the developing world. And I have no doubt that all of us and Africa will. Professor Anthony mentioned that you go to forums and then they ask you to speak the language of the host. I can comfortably say, and I want to congratulate the Republic of Togo, there was no voice of the host here. Everybody spoke their mind with passion. We've had disagreements, but this is exactly how we move forward. And perhaps next time we should do working groups with the implementation plan of all the good ideas that come from here and take them forward. Thank you very much for being a patient audience and to the panel. Thank you. Alors oui, des applaudissements plus nourris pour le panel, s'il vous plaît. Alors, je suis personnellement rassuré. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Madame le Premier ministre disait tout à l'heure qu'elle a été une étudiante turbulente. Donc, je suis rassuré quand je vous vois. Vous avez de l'avenir. Alors, merci. Vous avez acclamé chaleureusement toutes ces personnalités. Je vous mets au défi, hein, surtout vous de derrière, là, on vous a vu tout à l'heure. Le panel qui vient, si vous applaudissez moins, on ne sort plus de cette salle. Avec la permission de messieurs les ministres. Plus sérieusement, nous vous invitons à la pause café qui va être servie pendant exactement, s'il vous plaît, 15 minutes. Ces questions qui nous préoccupent, qui sont centrales, vont reprendre tout à l'heure sur le thème de la jeunesse. Et on se retrouve ici à 17h30 sur le thème de la jeunesse. Alors, s'il vous plaît, le public est servi dans le hall en allant vers le bar. Les chefs de délégation, les ministres des Affaires étrangères,
Nous n'allons pas tarder donc à ouvrir le troisième et dernier panel de discussion de cette journée. Je voudrais déjà vous rassurer que tous les intervenants sont déjà en place dans la salle, ainsi que notre guest speaker. Merci beaucoup à tous. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous installer pour ce troisième panel de la journée, véritable journée marathon qui aura connu la cérémonie d'ouverture et qui a au programme 3 panels, tous plus importants les uns que les autres. Ce troisième panel a pour thème « Les jeunes comme acteurs stratégiques pour une paix durable en Afrique ». Perspectives, initiatives et défis. Et j'avais dit tout à l'heure qu'à l'applaudimètre, comme vous aviez semblé apprécier les intervenants précédents vous avez même demandé qu'on puisse bisser, on vous attend sur ces applaudimètres, sur ce thème centré sur les problématiques de la jeunesse. Alors oui, alors pour modérer ce panel, Lomé Peace and Security Forum a fait appel à une journaliste émérite de notre pays, présentatrice sur une chaîne tout aussi de référence, engagée sur les questions de promotion des droits de la femme. Nous allons la voir dans un exercice auquel elle s'applique au quotidien sur sa chaîne de télé New World TV, qui émet sur toute l'Afrique, ici même depuis le Togo. J'ai donc la joie et le privilège de vous inviter à accueillir comme modératrice Madame Charlotte Medewe-Gezere, qui est juste à mes côtés, pour laquelle je sollicite des applaudissements nourris pour son cumul de fonctions, parce qu'au-delà d'être maîtresse de cérémonie, elle va maintenant modérer le panel suivant. Vous avez la parole. Merci beaucoup Patrick Amanda, un aîné à moi en tant que maître de cérémonie. Merci pour cette parfaite collaboration à chaque fois que l'occasion nous est donc offerte. Merci beaucoup. Je me demandais comment est-ce que j'allais commencer, comment est-ce que j'allais ouvrir notre panel spécial à nous. Chers jeunes, vous êtes là? Non. Ça ne va pas aller. Chers jeunes, vous êtes là? Merci beaucoup. Eh bien, mon collègue parlait de cumul de fonctions, mais je pense que c'est une chance, une opportunité, voire un privilège pour moi aujourd'hui de pouvoir donc porter 2 casquettes sur cet événement cette année, en tant que présentatrice, mais également modératrice de panel. J'ai été présentée en tant que journaliste, présentatrice à la télévision New World, mais j'aimerais saisir l'opportunité puisque le ministre des Affaires étrangères du Togo, son Excellence professeur Dossé, nous l'a bien souligné. Ce panel, c'est une vitrine, c'est un panel spécial pour la jeunesse et l'occasion nous est donc offerte pour exprimer donc nos attentes, mais aussi à faire découvrir à toute l'assistance, l'audience ici, mais également ceux qui nous suivent en ligne, les talents dont nous sommes dotés. Et donc, j'aimerais juste rajouter 2 petites cordes encore à mon arc. Je suis également, en tant que journaliste, directrice de publication de magazine panafricain axé sur l'entrepreneuriat, mais pas que. Je suis également engagée sur des questions de genre, autonomisation des femmes, inclusion financière des femmes en Afrique de l'Ouest. Et nous travaillons essentiellement au sein de la Fondation CEFIS avec les femmes entrepreneurs. Et à ce niveau-là, j'aimerais rappeler ou partager une réflexion. Je vais dire c'est une expérience au fil des années. Et quand nous parlons généralement d'autonomisation de la femme, j'aimerais ici
partager avec les jeunes femmes, surtout qui sont dans la salle, que l'autonomisation, j'ai fini par comprendre que c'est un état d'esprit. On ne peut pas autonomiser une personne ou une femme qui ne veut pas s'autonomiser. Donc, c'est à nous vraiment de travailler à donc switcher et décoloniser donc notre mental et accepter le meilleur pour nous. Merci beaucoup. Je le disais, ce panel se veut très, très spécial. Vous allez le voir, elle sera également très, très énergique. Les jeunes qui sont là, ils sont chacun dans leur communauté des modèles de réussite, des pays dont ils proviennent, filles comme garçons. Et nous allons un peu aussi, si vous le permettez, changer le format. Cette fois, j'ai choisi, moi, d'abord introduire tous les intervenants sur le panel avant d'inviter notre spécial guest à prendre la parole pour sa keynote. Excellences, Messieurs les ministres distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout de suite inviter à nous rejoindre donc sur le podium Mpule Getty. Elle est ambassadrice de la jeunesse pour la paix de l'Union africaine, AYAP, pour la région de l'Afrique australe, titulaire d'un master en relations internationales, diplomatie et d'une licence en droit. Elle est la fondatrice et directrice exécutive de Women Lead Africa Trust, une ONG dirigée par des jeunes et des femmes et qui promeut le leadership et le développement des compétences. Mpule Getty, que je vous invite donc à ovationner alors qu'elle se dirige donc vers moi sur ce podium. À sa suite, j'invite à nous rejoindre Dr Pagdam Thiebekab, enseignant-chercheur en mathématiques à l'université de Kara, au Togo, spécialiste en codage, cryptographie, algèbre et application. Il est docteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'intéresse particulièrement aux questions de sécurité numérique et de transformation digitale en lien avec la gouvernance et la paix. Merci d'accueillir donc Dr Pagdam. Recevez à présent très chaleureusement Mumbere Siviwa Héritier, un jeune leader congolais de la RDC engagé dans la consolidation de la paix, la diplomatie préventive et la bonne gouvernance en Afrique centrale. Fondateur et directeur exécutif de l'organisation Jama Grand Lac, il œuvre depuis 2016 à la réconciliation intercommunautaire, au renforcement de la résilience des jeunes et des femmes et à la reconstruction de sociétés dans les zones en conflit et post-conflit de la région des Grands Lacs. Il est médiateur interne auprès de la communauté de pratiques en DDR mise en place par le PNUD et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il a dirigé le projet Bilalo Peacebuilding Bridges, une initiative innovante de réintégration à base communautaire des jeunes et des femmes ex-combattants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, héritier Mumbere, sous des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Enfin, mais pas des moindres, recevez avec des ovations bien nourries Joy Mutoni Gitao, avocate et praticienne passionnée de la paix et de la justice. Elle détient un diplôme en droit de l'Université catholique d'Afrique de l'Est depuis 2019, un diplôme de 3e cycle de la Kenya School of Law 2022 et poursuit actuellement un diplôme de 3e cycle en coexistence pacifique un parcours donc en cours. Elle possède également une certification en médiation et transformation des conflits et en médiation familiale de Amani Communities Africa, basée donc au Kenya. Joy Mutoni Gitao. Merci beaucoup au comité d'organisation
de cette deuxième édition de Lomé Peace and Security Forum, donc pour cette initiative de dédier un panel à la jeunesse. Et j'aimerais, mesdames et messieurs, commencer par rappeler une réalité incontestable. L'Afrique est un continent jeune, nous l'ont rappelé nos décideurs et leaders qui ont pris la parole aujourd'hui. L'Afrique est surtout un continent d'énergie, de créativité, de résilience et d'engagement. Et au cœur de cette dynamique se trouvent les jeunes qui représentent 60% de la population sur le continent. Vous vous en souvenez, son Excellence Madame Touré l'avait rappelé dans ses propos. Et ce chiffre à lui seul, mesdames et messieurs, suffit à illustrer une évidence. Aucun projet de paix, aucune vision de stabilité, aucun avenir durable ne peut être pensé sans la jeunesse africaine. Malheureusement, cette jeunesse, forte de sa diversité, de sa résilience, est aussi confrontée à de nombreux défis. Conflits, instabilité, inégalité, réchauffement climatique et j'en passe. Au cœur de cette complicité, une vérité s'impose. Les jeunes ne sont pas les bénéficiaires de la paix, ils en sont les bâtisseurs essentiels. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans cette salle du 2 février, pour affirmer que la jeunesse africaine est un acteur stratégique de la paix durable. Partout sur le continent, les jeunes s'organisent, ils innovent, créent des espaces de dialogue, reconstruisent parfois même le tissu social, et ce souvent dans l'ombre et sans reconnaissance suffisante. Ce panel, mesdames et messieurs, est un espace pour donc écouter ces voix engagées, partager des initiatives inspirantes, confronter les réalités, mais surtout identifier ensemble les leviers d'action. Car, je y crois également, la paix en Afrique, sans nous les jeunes, c'est ignorer la grande force que nous représentons. Partagez-vous mon avis, chers jeunes. Je vous prie, distingués invités, d'ovationner, vous l'avez déjà fait, mais tout comme les précédents panels, je vous l'annonçais, nous aurons sur celui-ci également un guest speaker. Et au Togo, il est le ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'économie sociale et solidaire chargé de la jeunesse et des sports. Il est également le plus jeune membre du gouvernement. Merci d'accueillir ici et maintenant Dr Abdoul Fad Fofana pour sa keynote portant sur le thème de notre panel intitulé « Les jeunes acteurs stratégiques ». Monsieur le ministre, je vous prie donc au pupitre, s'il vous plaît, pour votre keynote. Merci beaucoup. Merci d'ovationner, s'il vous plaît. Le thème qui sera abordé dans la keynote du ministre, les jeunes acteurs stratégiques pour la paix durable en Afrique, perspectives, initiatives et défis. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez 10 minutes donc, pour votre présentation. OK. Merci Charlotte. Monsieur le ministre Robert Dossé, très cher aîné, Mesdames et Messieurs les ministres, très chers aînés, je tiens de prime abord à vous remercier. Vous remercier pour le déplacement que vous avez bien voulu faire sur Lomé et qui rend, je pense, cet événement assez spécial. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, à Londres, on me posait la question, tu viens d'où? Je dis, je viens du Togo. Et il me dit, Togo, c'est où? Et je lui ai répondu, is the place to go. Donc c'est de vous dire encore une fois, bienvenue à la place où vous devez être. Le Togo est un pays d'hospitalité, le Togo est un pays de paix et le Togo est un pays où nous promouvons le vivre ensemble. Avant de commencer mon propos, j'aimerais quand même dire un merci
à une personne grâce à qui nous sommes ici. La personne qui est le host principal donc, de cette édition. Je veux parler du président du Conseil, Son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé. Nous sommes à la dernière session. On dit « is the last but not the least », right? Et dans cette session, nous allons faire un focus sur quoi? Sur la jeunesse. Et je vais quand même essayer d'aller très rapidement. I know the day was very hard and very long. I will try to make it very shortly. So, Charlotte, tu dois faire également pareil. Et étant jeune, je sais que les autres également feront pareil. Et avec dynamisme, nous allons délivrer ce que nous avons. Mesdames, Messieurs les participants, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie ou à l'occasion du Lomé Peace and Security Forum. Le thème que nous abordons aujourd'hui, comme je le disais tantôt, moi je retiens deux mots, c'est la paix, la sécurité et a priori la jeunesse. Vous avez parlé de la paix et de la sécurité durant toute la journée, mais l'importance de cette session, c'est de faire un focus sur quoi? Sur la jeunesse. Donc dans mon speech, moi je vais juste essayer de voir la causalité qui existe entre les deux thématiques. Je peux dire à la fin, peut-être ça sera notre slogan, Peace for Youth, Youth for Peace. Donc c'est un peu mon storyline. Je vais essayer de voir en quoi la paix est indispensable pour l'autonomisation des jeunes et en quoi les jeunes doivent être des vecteurs de changement et de promotion de la paix dans notre cher continent. Mesdames et messieurs, rappelons les faits essentiels. L'Afrique est jeune et c'est là sa plus grande force. En 2025, l'âge médian en Afrique est de 19 ans, contre 30 ans dans le reste du monde. Le continent possède la population la plus jeune au monde, avec plus de 40 millions de personnes âgées de 15 à 35 ans, et un chiffre qui pourrait atteindre près de 850 millions d'ici 2050. Cette démographie ouvre des opportunités considérables en termes d'innovation, en termes de créativité. Cependant, si cette poussée démographique n'est pas accompagnée par des politiques d'inclusion, par des politiques innovantes, elle deviendra inévitablement une nouvelle difficulté pour nos dirigeants. En effet, l'exclusion politique et sociale des jeunes est un facteur de risque majeur pour la stabilité de notre continent. Pour un jeune Africain, les défis sécuritaires majeurs vont au-delà de la simple instabilité ou des conflits armés. Ils sont fondamentalement influencés par le manque d'opportunités socio-économiques. Les études confirment d'ailleurs que la marginalisation socio-économique et politique des jeunes est le principal catalyseur de l'extrémisme violent en Afrique. En effet, l'insécurité chronique favorise le recrutement des jeunes par des groupes extrémistes ou criminels. Les facteurs attractifs incluent entre autres la précarité économique, je veux parler du chômage, je veux parler de l'absence donc des opportunités, mais aussi la marginalisation politique, parce que les jeunes souvent se sentent exclus. Les jeunes souvent se sentent non pris en compte dans tout ce qui est décision des politiques publiques. Et enfin, cette marginalisation également est alimentée par l'exploitation de la fracture ethnique et religieuse. Chers participants, chers amis jeunes, la jeunesse est la principale victime des conflits armés. Elle est la principale victime des violences et elle subit le plus les conséquences négatives donc des violences, notamment sur le plan de l'éducation, son intégration économique et sur le plan de quoi? De sa participation civique aux activités économiques. En effet, sur le plan éducatif, l'insécurité provoque la fermeture et l'abandon des écoles et des universités, interrompt les parcours scolaires et réduit l'accès aux formations qualifiantes. Sur le plan économique, l'insécurité détruit des infrastructures, restreint les opportunités d'emploi et freine l'entrepreneuriat des jeunes, aggravant leur vulnérabilité et limitant l'accès aux opportunités. Enfin,
Sur le plan sécuritaire et même sur le plan, je pense, de l'espérance de vie, les études ont montré que les jeunes également sont les personnes les plus affectées par ces crises. En 2015, une enquête a montré que 90% des décès ou des victimes étaient des jeunes hommes. Le constat est donc clair. La jeunesse africaine incarne à la fois l'avenir de la région et son talon d'Achille. Sans politique volontariste pour répondre à ses aspirations et la protéger contre l'insécurité, le risque de déstabilisation persistera. De ce fait, l'investissement dans l'inclusion et la participation des jeunes dans la paix n'est pas seulement une question de développement social, mais aussi une question essentielle pour la stabilité de notre cher continent. Il faut alors transformer la perception persistante des jeunes, souvent stéréotypés comme passifs ou conflictuels, pour les reconnaître pleinement comme des architectes stratégiques. Des architectes stratégiques et forces motrices pour la consolidation de la paix. Nous devons affirmer avec conviction claire, la paix durable en Afrique se construira avec, par et grâce à sa jeunesse. Je le dis souvent, une réflexion pour les jeunes, sans les jeunes, est contre les jeunes. Mesdames et messieurs, une jeunesse au cœur des stratégies de paix et de résilience. L'engagement de la jeunesse pour la paix et la sécurité est solidement encadré au niveau international par plusieurs résolutions, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers la résolution 2535, mais également au niveau continental et africain. L'Union africaine a formalisé cette approche à travers le cadre continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité, le UPS. Ces textes reconnaissent explicitement le rôle des jeunes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le Togo n'est pas du reste. Au Togo, plusieurs initiatives illustre cette approche. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, s'engage et a mis en œuvre plusieurs initiatives pour permettre donc à la jeunesse de s'autonomiser, pour permettre à la jeunesse de s'exprimer et pour permettre à la jeunesse de contribuer pleinement à la transformation structurelle de nos économies. Je me fais économie de citer les initiatives, mais s'il faut parler de celles qui sont étroitement liées à la question de sécurité, je peux déjà vous parler du programme d'urgence de renforcement et de résilience lancé récemment par le gouvernement, du programme ou comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, qui implique également une grande partie les jeunes, d'un programme de cohésion sociale dans la région du Golfe de Guinée. C'est de dire que les questions de sécurité également traitent des questions de cohésion et des questions d'investissement pour un vivre ensemble. Ces dispositifs également ont permis de mettre en place, si je peux le dire, plusieurs actions d'autonomisation, plusieurs fonds pour accompagner les jeunes, aussi bien dans leur insertion professionnelle que dans leur activité génératrice de revenus. En plus de ces initiatives, il y a de cela quelques jours, nous avons également organisé une table ronde que nous avons appelée la Youth Delivery Lab, qui constitue un espace que nous avons lancé sous le très haut patronage du chef de l'exécutif, du président du Conseil, pour permettre aux jeunes de contribuer à la définition, la mise en œuvre et même le suivi de tout ce qui est public policy. Ces jeunes ont participé à l'événement il y a de cela quelques semaines et je pense que s'il faut aller le recommencer, nous allons le faire chaque jour. Nous tenons ici à remercier les autorités qui ont facilité cet espace d'échange, à remercier également les jeunes pour les belles propositions que nous avons eues à recenser et à transmettre à qui de droit. Mesdames et messieurs, plus généralement, l'expérience a montré que le maintien de la paix ne peut plus se limiter à une seule réponse militaire. Dès lors, une approche holistique et pragmatique est nécessaire. Je m'en vais donc partager quelques pistes de réflexion qui éventuellement pourront nourrir
les débats avec nos speakers ici présents. Pour nous, en dehors donc des activités ou des investissements pour sécuriser et maintenir la paix, il faut également mettre en œuvre des initiatives pour le financement de la prévention à travers l'inclusion socio-économique des jeunes. Les solutions de paix durable doivent être considérées comme un investissement massif dans une création de dividendes de la paix axée sur l'emploi et les services sociaux. Les meilleures mesures de prévention structurelle et d'investissement sont les renforcements des services de base, des institutions et la création d'opportunités d'autonomisation économique pour les jeunes. Le second axe d'intervention que je voudrais également partager, c'est d'investir dans l'inclusion numérique des jeunes pour lutter contre la désinformation. Vous convenez avec moi que la jeunesse africaine se trouve en première ligne face à l'environnement international complexe et souvent hostile. Les outils numériques, loin d'être neutres, peuvent être exploités par des groupes extrémistes pour le recrutement et l'incitation à la violence. Les jeunes Africains doivent être activement impliqués dans les initiatives visant à lutter contre la désinformation et la polarisation en exploitant les technologies de pointe. Enfin, mon troisième point de réflexion, c'est de faire un plaidoyer pour nous les jeunes. Le plaidoyer, c'est l'intégration des jeunes dans la prise des décisions et dans les architectures régionales de paix et de sécurité. Il ne s'agit plus simplement d'impliquer des jeunes dans les stratégies de paix, mais de les positionner comme des co-architectes des politiques publiques et des initiatives communautaires. À ce niveau, je vais vous partager un petit secret ou une histoire que j'ai toujours gardée à moi. En 2017, je pense qu'à l'époque, j'ai commencé à enseigner à l'université de Lomé. J'avais à peine 25 ans. Et il y avait un recrutement. J'ai vu un recrutement en ligne à l'international. Un cabinet anglais qui recrutait, qui cherchait des analystes, des économistes. Je dis, ben ouais, moi je vais tenter, c'est la place où je dois être. Et j'ai postulé. Le recrutement, il a pris 1 an. À des moments, j'ai voulu lâcher. C'est tantôt une semaine, on vous écrit pour vous dire, oui, il faut passer, il y a encore entretien, vous le faites. Il fallait prendre 2 semaines pour réviser son anglais avant d'aller à l'entretien. Et 1 an après le recrutement, on était 2 à être sélectionnés. Quand nous avons été sélectionnés, ils nous ont amenés d'abord pour une formation en Éthiopie, ensuite une formation à Londres. C'est après la formation que j'ai appris qu'il y a un monsieur derrière. C'est un monsieur qui a demandé qu'on puisse le chasser des jeunes, qu'on puisse identifier des jeunes qui sont a priori excellents et qui veulent travailler, des jeunes qui veulent se mettre au service du pays et au service du développement de leur pays. Des jeunes qu'on choisit pas parce que he's my dad, pas parce qu'il fait de la politique, pas parce qu'il fait ceci, mais des jeunes qu'on identifie par compétence. Et qui était ce monsieur? On me disait que c'était le président de ta République. C'était le président de la République togolaise qui avait lancé un programme par une institution internationale qui nous a chassés, qui nous a recrutés, qui nous a formés parce qu'il voulait juste renforcer les compétences. Je ne l'ai jamais dit, mais chers jeunes, je vous le partage aujourd'hui. Je l'ai fait et j'ai travaillé et juste après ils m'ont dit c'est du learning by doing. Je dois apprendre en travaillant. J'ai démarré comme ça. J'ai abandonné ma carrière universitaire. J'ai démarré déjà avec les cabinets à l'international. J'ai fait mon tour et finalement, je suis revenu au pays en 2020. Et puis, ils ont travaillé aussi généralement avec le Togo. Et ce n'est pas fini. Il est important que je vous le dise. En 2020, toujours jeune et agité,
j'ai décidé d'aller encore ailleurs. Et en ce moment, il y avait l'OCDE qui faisait un recrutement d'économistes. Un très bon recrutement, assez bien payé. J'étais intéressé, j'ai également postulé. Et quand j'ai postulé, après tout le process, finalement, ma candidature a été retenue. Mais j'avais un problème. Je ne pouvais pas partir parce que c'est quelqu'un qui m'a formé. C'est quelqu'un qui a accompagné, parce qu'il a mis un truc d'excellence, il m'a formé, et je devais travailler pour mon pays. Mais là, je devais partir à l'OCDE, donc c'était compliqué. J'ai vu des aînés à côté, certains ministres, je dis, monsieur le ministre, voyez, il y a cette opportunité, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, ben non, ben là, tu dois rester. Mais j'ai trouvé un moyen, et toujours la personne invisible qui accompagne a su que c'est comme ça, j'avais postulé à un truc comme ça, et quand il a lui dit, ben, à l'OCDE, oui, mais il faut partir. Je vous dis, c'était un vendredi, le samedi on m'appelle, on me dit, Abdoul, instruction, vous avez au plus tard ce week-end pour partir et rejoindre votre poste. C'est comme ça que je suis reparti à Paris et j'ai rejoint l'OCDE avec l'institution avec laquelle j'ai travaillé les 2 ou 3 dernières années et d'ailleurs avec laquelle nous avons également fait le travail sur l'examen des politiques de transformation économique du Togo. C'est dans cette mission que j'ai eu à rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Mali ici présent parce que voilà, on se retrouvait souvent dans des forums à l'international, c'était à Doha, je me rappelle encore une fois. Donc, juste vous dire qu'à un moment donné, nos dirigeants doivent également placer les jeunes, doivent permettre aux jeunes donc, de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est ce que ce monsieur, ce grand homme est en train de faire. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi il est seul, ce monsieur? Pourquoi c'est lui seul? C'est pas, je ne suis pas seul. Le président de la République, à l'époque, aujourd'hui président du Conseil, a aussi lancé un programme. Au lieu de nous envoyer à Londres, au lieu de nous envoyer à Paris, on va plutôt faire venir les gens ici et renforcer les capacités des jeunes. Et on a lancé un programme d'excellence, programme présidentiel d'excellence pour les jeunes, qui actuellement est à sa 4e cohorte. Est-ce qu'il y a des jeunes du programme présidentiel dans la salle? Est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelques jeunes du programme présidentiel d'excellence dans la salle? Est-ce qu'il y en a? Voilà. C'est juste un échantillon du programme parce qu'ils ont travaillé un peu dans l'organisation. On est toujours dans le learning by doing. Ils ont travaillé pour apprendre également comment ça se fait, comment est-ce qu'on organise de tels événements. Sinon, c'est plus de 200, c'est plus de 300 actuellement qui sont formés et qui travaillent dans les structures publiques, que ce soit à la présidence, à l'époque à la primature, à l'Assemblée. Ils sont dans les structures. C'est juste vous dire que au Togo, nous sommes engagés pour donner la place aux jeunes et améliorer l'employabilité de la jeunesse togolaise. Mesdames et messieurs, je vais donc terminer mes propos en vous remerciant encore une fois davantage. Comme je l'ai dit, j'ai voulu le faire très court. Et j'ai été... Mais il y a un souci? J'ai été très court et je laisse un message de conclusion pour nos décideurs ici présents. Une action pour les jeunes, sans les jeunes et contre les jeunes. Et pour vous les jeunes, je veux juste vous dire d'être des gens assez audacieux, de pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles sont offertes à vous. Et nous sommes en train de parler ici de la paix et de la sécurité, de parler de la paix et de la cohésion. Je vous invite également à être des ambassadeurs de paix et de cohésion. Soyons nous-mêmes les acteurs du changement que nous souhaitons et que nous recherchons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ovation. Bien, Monsieur le ministre, nous allons quand même vous inviter à rester encore avec nous 2 minutes. Merci beaucoup. Après donc les salutations, nous allons échanger sur 2 petites questions avec le ministre délégué.
en charge de la jeunesse et des sports. Une question qui vient de moi et une autre question d'un jeune participant dans cette salle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Allez-y, s'il vous plaît, je vous en prie. C'était motivant et c'était inspirant, la communication du ministre. Vous avez souligné, relevé des points très importants et une phrase a surtout attiré mon attention. La jeunesse, il faut s'en occuper, il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. Elle est l'avenir. Elle peut également, si les choses lui manquent, peut-être aussi constituer le talon d'Achille de nos pays. Et ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Les États, à l'exemple du Togo, les modèles du Togo que vous avez partagés avec nous, mettent en place des programmes pour accompagner et préparer les jeunes donc à occuper entre autres des postes de responsabilité, mais aussi à pouvoir jouer leur rôle en tant qu'acteurs clés de développement. Votre partage d'expérience sur votre parcours nous enseigne quelque chose également d'important, c'est que les mécanismes seront mis en place, mais c'est aussi à nous, les jeunes, de travailler, de cultiver l'excellence pour pouvoir ainsi espérer saisir les opportunités qui existent. Merci, chers jeunes, de mentionner encore une fois pour notre ministre de tutelle. À présent, je vais passer directement aux deux questions que j'ai notées pour vous les adresser. Vous avez justement mentionné dans votre présentation la deuxième édition du Youth Delivery Lab, qui s'est tenue le 9 septembre dernier, ici même à Lomé. Et lors de cet événement, les thématiques liées à la jeunesse, à la paix et à la sécurité ont été abordées lors d'une table ronde. Justement, pourriez-vous nous partager, Monsieur le ministre, quelques recommandations ou propositions d'actions concrètes formulées par les jeunes qui ont pris part à cet événement pour renforcer leur rôle en tant qu'acteurs de paix durable sur le continent? Ok, merci Madame Charlotte. Je pense, comme je le disais tantôt, on a organisé ensemble avec vous, bien sûr, cette table ronde avec les jeunes. Et l'idée était beaucoup plus de les mettre au centre de la définition des politiques publiques. Au lieu qu'ils soient juste des bénéficiaires, il faut qu'ils soient impliqués dans toute la chaîne. Et l'événement, vous vous rappelez, a réuni environ 5000 jeunes qui ont fait du brainstorming, qui ont fait un dialogue de solutions. Ils ont proposé et nous avons consigné, nous avons synthétisé et nous avons transmis à qui de droit. S'il faut vous présenter les propositions, je pense qu'on ne partira pas. On a eu 600 pages de recommandations. 600 pages de recommandations, bien sûr avec des doublons parce qu'il y a des choses qui se disent et qui se répètent, mais juste vous dire qu'ils étaient vraiment impliqués. Et 600 pages de recommandations, c'est de dire également que les jeunes veulent contribuer, les jeunes veulent également bâtir leur pays, le Togo. Pour faire simple, je vais plutôt vous partager les recommandations selon les grands axes. Quand nous avons essayé de dépouiller les propositions faites par les jeunes sur la question de paix, sécurité et cohésion sociale, les jeunes nous disent dans un premier temps qu'il faut renforcer l'inclusion économique. Et 41% des propositions des jeunes portent sur le renforcement de l'inclusion économique pour adresser les questions de paix. Secondo, 33% des propositions faites par les jeunes pour adresser les questions de paix portent sur des mécanismes d'insertion et d'employabilité. Vous voyez que ces chiffres viennent encore corroborer ce que nous étions en train de dire, que la question de paix, ce n'est pas seulement adresser les questions sécuritaires, mais également adresser les questions d'autonomisation et d'insertion. Et en dehors de ça, ils ont également parlé de la communication et de la sensibilisation, que les gouvernants doivent intensifier la communication et la sensibilisation sur les questions de sécurité et de prévention. Et ensuite, ils ont également souhaité, un autre axe, c'est
d'instaurer des dialogues inter- et intragénérationnels. Je pense également que c'est une piste de réflexion. Et enfin, ils ont parlé, de faire des efforts pour la représentativité des jeunes dans les instances décisionnelles. Ça fait partie des recommandations qui sont ressorties. Et bien sûr, ils ont toujours parlé du renforcement du leadership civique et patriotique. Renforcer le leadership civique, beaucoup plus de civisme, et patriotique, l'amour de la patrie. Ils l'ont dit eux-mêmes, donc je pense que ça revient à nous, ça revient aux acteurs publics de pouvoir mettre en œuvre des projets pour pouvoir renforcer leur leadership en matière de civisme et de patriotisme. Donc, de façon résumée, ce sont les grands axes des recommandations qui sont ressortis de cette discussion avec la jeunesse le 6 septembre. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce partage. La qualité des propositions ici démontre donc l'engagement des jeunes à vraiment jouer leur rôle et à faire leur part. La deuxième et dernière question, vous l'aurez constaté sur cet événement, nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous des jeunes participants de pays frères de la sous-région, mais sinon également de toute l'Afrique. Nous le savons, si nous restons dans la zone ouest africaine depuis 2012, de nombreux pays, je veux citer le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, mais aussi le Bénin font face à une recrudescence des attaques djihadistes, des incursions de groupes armés, des violences intercommunautaires ou parfois ce sont des conflits frontaliers. Comment, selon vous, les jeunes peuvent-ils transformer leur rôle souvent perçu comme passif ou conflictuel en une force motrice concrète pour la consolidation de la paix sur le continent africain ? Oui, Charlotte, au fait, comme je le disais, je vais répondre à cette question en m'alignant exactement à la proposition que les jeunes ont faite, si je peux le dire ainsi. La question de paix et de sécurité, comme vous l'aviez dit, c'est une question qui nous concerne tous. Autant les gouvernants, autant les autorités publiques doivent mettre des actions, mais les jeunes également ont des choses à faire, les jeunes également ont leurs responsabilités. Donc, qui parle d'entrepreneuriat des jeunes, qui parle d'autonomisation économique, oui, le gouvernement a des actions à faire, mais le jeune en lui-même aussi doit faire des efforts pour améliorer sa propre autonomisation. Donc, à ce niveau, je peux dire pour nous les jeunes, quelques conseils, c'est qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Souvent, on reste assez passif, on n'est pas actif. On veut entreprendre, mais on est toujours à la maison. Un jeune est passé me voir, il dit qu'il veut faire un stage. Je dis, tu connais la NPE? Il dit non. Tu t'es inscrit à la NPE? Il me dit non. Alors que c'est la structure en charge de quoi? Des stages pour les jeunes. On est à la maison, le stage ne viendra pas à la maison. Donc c'est de dire aux jeunes qu'on doit faire quoi? Qu'on doit se lancer dans une posture proactive. Et quand on parle d'entrepreneuriat, ça ne doit pas être une profession de seconde chance. L'entrepreneuriat, je pense, c'est dans le mindset et on ne se met pas dans l'entrepreneuriat quand on a échoué. Je pense, je te l'ai expliqué une fois, j'ai une cousine qui a fini son master en droit à Paris et je disais, j'ai une idée, je veux qu'on entreprenne. Et quand je vois un peu dans la sous-région tout ce qui est chaîne, boucherie et autres, on peut quand même essayer d'asseoir, ne volez pas mon projet, hein. On peut essayer d'asseoir des boucheries modernes où tu vas étudier vraiment la viande, maîtriser toute la chaîne, avec l'émergence actuelle de la classe moyenne. Donc c'est un truc qu'on peut faire. Mais comme tu as fini et tu ne fais rien, lance-toi dans cette initiative, avec des applications TIC à l'appui, on peut faire des commandes en ligne, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a fait 1 an, on ne s'est pas compris. Elle me dit qu'elle a son master en droit et qu'elle ne peut pas devenir bouchère. C'est ce qu'elle m'a dit. Que oui, mais non, elle a son master en droit et qu'elle ne peut pas venir vendre de la viande. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on change un peu de mentalité. Mais elle est toujours là, elle envoie toujours son CV, et elle attend qu'on la recrute. Elle est technicienne des grandes surfaces.
Donc c'est juste dire qu'il faut faire quoi? Il faut à un moment donné changer de paradigme et aller vers l'autonomisation. L'autonomisation ne s'offre pas, on l'arrache et on décide donc de faire quoi? D'entreprendre et de s'autonomiser. Et pour le faire, il faut vraiment renforcer ses capacités. Pour le faire, il faut également aller aux informations. On a beaucoup d'initiatives, que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo. Il y a beaucoup d'initiatives souvent qui sont lancées par les autorités publiques, mais pour lesquelles les jeunes ne sont pas informés. Il y a souvent des asymétries d'information. Donc je vous prie également, très chers jeunes, d'aller vers l'essentiel. Quand nous surfons sur les réseaux, allons plutôt vers des réseaux utiles, allons plutôt vers des réseaux qui vont plutôt contribuer à notre autonomisation et à notre transformation. Et je pense que je vais terminer en nous invitant tous à faire nôtre des valeurs de paix, à faire nôtre des valeurs de civisme, de citoyenneté et d'amour pour notre continent. Quand tu bouges, on te dit « Where are you from ?» Tu ne vas pas dire que toi, tu viens de l'Italie, non. « Where are you from ?» Tu dis « I'm from Togo ». « Where are you from ?» C'est que je viens du Mali. Donc, nous devons être patriotiques et faire donc de nos pays des pays qui soient des best practices un peu partout dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup et nous vous remercions également. On ne volera pas l'idée du ministre, mais on peut s'en inspirer et peut-être qu'il sera l'un des investisseurs. Ça s'appelle de la stratégie, chers jeunes. Merci beaucoup, merci d'ovationner encore une fois, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir si richement animé cette première partie de notre panel. Nous allons à présent juste vous inviter à nous suivre dans la deuxième partie de ce panel. Merci de raccompagner monsieur le ministre sous des ovations bien nourries. Yes. How did you know that you are the one that's going to open the panel? Merci beaucoup. Initialement, nous disposions de 2 heures pour ce panel. On a vraiment accusé beaucoup de retard. On ne fera pas 2 heures, rassurez-vous. Nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, on va le faire chap. Mais à une condition, on va tout simplement très poliment demander au ministre combien de temps, monsieur le ministre, vous nous accordez pour ces échanges. Jusqu'à demain matin. Le ministre a parlé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. So, thank you very much. Thank you all for joining us on this panel. I'm happy to start with you, Mpule, because you are a young ambassador for peace of the African Union. And so, first, my question to you is this: what is your mission as ambassador, youth ambassador, and in your opinion, what are the main feelings and concerns expressed by young people in response to rise of security challenges in Africa? Yes, it's working. Thank you very much, Charlotte. Good evening. Okay, I would like to figuratively stand on existing protocol. I am not sure if I am the best person to speak right after the minister because he was so optimistic in his address and I don't know if I come bearing any good news. As mentioned, I am the Youth Ambassador for Peace for representing Southern Africa, and in my work, I am responsible for championing the youth peace and security agenda across Africa, but particularly in my region, Southern Africa, the 10 Southern African countries. And I continuously talk to young people, we consult with young people, and we have conversations around what we are facing in the region. And the central feeling that I've gotten so far is this deep-seated sense of hopelessness, anger, frustration, helplessness, fatigue. Those are the feelings that we are getting from young people. They are tired. They are feeling hopeless. They do not think anything is going to change for them. They are working so hard to be seen, to be recognized, but it doesn't seem like our leaders are meeting them halfway.
Many feel excluded in conversations that involve them, especially conversations around peace and security, because as we all know, and as the minister said, it is the young people that are mostly affected by instability. Therefore, you would expect that in conversations, in rooms where issues around this instability and peace and security is being discussed, they would be the central people, they would be at the forefront, but that's not what's happening in this case. When you're discussing Agenda 2063, for instance, they're not in the room, but they are the future of the continent. And they asked me to ask you, those people that have these conversations on Agenda 2063 without them, how many of them are going to be there in 2063? That's a question. It's the youth, it's not me. And there's also a growing concern around the weaknesses and the limitations of our institutions. When you're talking about the African Union, the REX, I know I represent the African Union in a sense, but I also represent the young people. So I'm in between. I'm a bridge. I convey messages of young people to the African Union, but I also convey messages of the African Union to the young people. So young people expect more from our institutions, much more than they're getting at the moment. They have expectations, very high expectations of these institutions that they are failing to meet. The sentiment right now amongst young people is that they were, when I started my mission, there was a growing sense of this disillusionment, and it was in a different sense than it is now. At first, young people were saying, our institutions are failing us, but if they were to be transformed and reformed and operate better, we are willing to work with them and we are willing to accept them. We're not interested in rejection or repudiation. But now, they're saying, why should we even be bothered to rebuild institutions that we were not involved in building? That is the current concern of young people. And if you also look at the pressing concerns around systemic inertia, we often speak about empowering young people as a passive thing. We speak about young people showing up with energy, with innovation, with fresh ideas. I think there was a speaker from the previous panel who spoke about that, young people can run faster or run better, but their leaders can, they can show them the way. I find that very problematic, me and other young people in the region, because you are saying their job is to simply run and do all of the work, but they don't get the opportunity to lead the way. We want to also be able to be there with our leaders, co-leading the way so that we can arrive at our destination together. There's a push, thank you, there's a push for young people, that push to show up with that energy. At the same time, the systems that we have are not equipped to meet the demands of young people. You speak about empowering young people passively, as I said, but you do not tackle the institutions that disempower young people. So you need to work on the systems while at the same time working on empowering these young people so that we can have balanced systems. Our expectations of our institutions cannot just become performative, but they become a reality. I know I'm about to finish, Madam Moderator. We also are seeing trust deficits between young people and their governments. Young people don't trust you. They don't trust their leaders. They don't trust their governments. There's also declining confidence in democratic institutions where young people often feel like they're going to the polls, they're going to vote, hoping that their votes will translate into some level of change, but that never happens. Instead, we have institutions and leaders that serve the interests of the few rather than the many, which are the young people, and we'll talk about that later. If I can give you an example right now of countries such as South Africa and Botswana, where these are countries that we see as, relatively stable democratically. But if you go on X right now, X and YouTube, the number of conversations that you are going to find of people even asking, do we still need to vote anymore? Do we have any other alternative systems that can allow us to have leaders that can serve our needs, meet our demands, and address us better? I know I've said a lot of negative things, but I would like to end this first part of my intervention by saying that
although there are these growing frustrations amongst young people, they still remain remarkably resilient, because even though they are complaining and they are saying all of these things, you can still see them in the room. They are here, they are present, they are, whenever they are called upon to come and represent and be able to say out their issues, they appear without fail. Despite the enormous challenges that the continent faces, young people across Africa are finding different avenues to contribute constructively, and they have a lot of initiatives that they have created, that they are running, that they are leading, that are meant to not only teach them, but also increase their capabilities. They are making things better for themselves and for their communities. Thank you. Thank you very much. And you mentioned, thanks. You mentioned frustration that young people can feel because of lack of opportunity. And I am curious to ask you, I introduced you as a young ambassador for peace of African Union. Tell us, how did you get there? The role of the African... Yes. Oh, thank you. I love talking about this. And this is one of the very few initiatives that the African Union has that is not political. So I get to say whatever I want to say without being afraid. So the African Youth Ambassadors for Peace is a process in which you have to apply. There is an open call for recruitment that the African Union sends out every 2 years. It's a 2-year mandate that I'm on. My mandate will end next year in April. So the call for applications should be coming out this year, around October, November, and I hope young people in this room will apply. You apply, you get called for an interview, you interview, and if they like you, or if you show commitment to representing young people effectively, you will be selected. And there are 5 of us for every region. I represent Southern Africa. The current youth ambassador for West Africa is from Senegal, and there are 2 other youth ambassadors in the room, Mr. Julien for Central Africa and Ms. Nakabira for East Africa. Thank you. Thank you, and then congratulations to you all. Merci d'ovationner. Cela va beaucoup nous faire plaisir. Je vais me tourner à présent vers vous, Dr Pagdam. Avec vous, nous allons parler de leadership des jeunes dans la médiation et la résolution des conflits. Justement, pouvez-vous partager avec nous des exemples concrets ou récits de réussite où des jeunes ont joué un rôle déterminant dans des processus de médiation ou de réconciliation au niveau local? Un exemple du Togo, puisque justement vous êtes du Togo. Merci. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Merci, chers organisateurs. Merci, Monsieur le ministre, pour cette occasion que vous nous donnez, nous jeunes, de nous exprimer. Je ne vais pas revenir sur les différents programmes qui ont été déjà cités par Monsieur le ministre Abdoul Fofana. Je vais essayer de donner quelques exemples concrets pour lesquels j'ai été certaines fois moi-même acteur. Je vais donner un exemple de 2015. En 2015, il y a eu des conflits entre les conducteurs de taxi-moto et les policiers dans la ville de Dapaon. Et cela a donné lieu à la fin à la mise en place d'un projet qui est appelé Projet Tougera. Et le projet a permis aujourd'hui de démystifier cette impossibilité de mise en relation et de travail entre ces 2 acteurs. Et nous pouvons souligner aujourd'hui l'importance de ce projet quelque part quand on voit l'impact que cela a donné, si on sait aujourd'hui que quelque part ces conducteurs de taxi-moto travaillent et donnent des renseignements certaines fois justement aux autorités, aux policiers en fait. Un autre exemple, je vais citer un conflit qui a eu lieu il y a de cela simplement 3 mois entre les populations du canton de Luanga, et ça c'est au nord, je donne cet exemple justement, du canton de Luanga et du canton de Karbongo sur la délimitation des frontières. Il faut reconnaître que pour trouver des solutions assez différentes, il a fallu en fait que les jeunes de ces 2 cantons puissent s'asseoir, discuter et aller vers les chefs coutumiers pour pouvoir trouver une solution qui finalement a permis de ne pas en venir aux mains et aux disputes. Un autre exemple également, je vais donner un exemple dans la préfecture de Tandjouari. Dans la préfecture de Tandjouari, monsieur le professeur Kakono Boko avait donné les problèmes, les différends qu'il y a entre les agriculteurs et les éleveurs. Il faut savoir que
Il y a un club qui a été mis en place grâce à certaines résolutions onusiennes, dont je ne vais plus revenir là-dessus, qui ont permis de mettre en place le club de jeunes pour la paix et la cohésion sociale. Ces jeunes ont joué un rôle clé, justement, qui ont permis justement de régler ces conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce sont des jeunes volontaires qui sont formés sur des techniques de résolution de problèmes et qui ont donc permis de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. Il y a également un autre exemple que je vais citer dans un différend foncier à Kantindi, toujours au nord, qui opposait en fait deux familles qui étaient en désaccord par rapport au fait qu'on a donné une parcelle de terre à une famille de déplacés pour l'exploiter. Ils n'étaient pas d'accord justement de cette façon de faire parce que c'est eux qui exploitaient cette portion. Et c'est des jeunes justement de cette localité qui ont pu aussi à la fin permettre de trouver une solution par rapport à ces problèmes. Les exemples de ce genre, il y en a plusieurs. Donc c'est pour dire que quelque part, il faut reconnaître que par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui au nord du pays, ces jeunes contribuent énormément à la résolution des problèmes. Ils se mettent en association, ils se mettent en groupe. Et quand je prends le cas de l'université de Kara, où je suis affilié, il y a également des clubs qu'on appelle des clubs UNESCO, où des jeunes mènent des activités qui permettent justement de sensibiliser la population sur le savoir vivre ensemble, sur la tolérance et sur bien d'autres choses. Et je vais également donner un autre exemple. Récemment, avec le club que j'ai mis en place également au niveau de l'université de Kara, nous avons formé plus de 150 jeunes sur le leadership pacifique, sur la prise de parole en public, sur l'entrepreneuriat. Monsieur le ministre parlait de l'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes, effectivement, veulent entreprendre, mais le problème, c'est quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les techniques, justement, et qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences avant de décider d'entreprendre. N'entreprend pas qui veut. Il faut avoir certaines compétences et les démarches, justement, à suivre pour le faire. Donc, ces formations ont permis, justement, de donner des compétences nécessaires, justement, à ces jeunes qui, aujourd'hui, sont des acteurs de paix et qui cultivent la tolérance autour d'eux. Donc, je pourrais citer d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'avoir donc partagé ces exemples avec nous et nous comprenons par là que la jeunesse n'est pas, l'âge n'est pas une excuse ni devrait constituer une barrière. Les jeunes, quand ils choisissent de s'engager et de mener des actions pour un changement positif, ils arrivent à obtenir des résultats concrets. Merci beaucoup. From Togo, now we go to Kenya, and we all know actually in the area of digital technology. Joy Mutuni, you are a lawyer and very engaged in your community on peace issues. How do, according to you, of course, how do young people concretely, use social media and digital tools to advocate for peace, combat hate speech, and strengthen especially social cohesion? Thank you. Allow me to stand on existing protocol. And thank you very much for the opportunity and for the question. Allow me to start by giving just 3 points to start us off that will give us a bit of hope. Number one, youth aren't the future. They're the vibrant, powerful present. We are not the problem. We are the solution so deeply and desperately needed. And we are not a liability, but an asset ready to be unleashed. And all these things I've said, I say again, say the same for technology. And as I answer that question, let me start by explaining why the young people find it easy to use technology. My colleague alluded to us feeling very insecure, feeling very left behind or not included. What technology has done for us, it's created for us a safe space to express ourselves, a safe place to create, a safe space to hold accountable what we think is actually, not going right. So these spaces are like social media, and I know if I would ask every young person, and even the older people, most of us are already on social media. For us young people, we use social media generally for so many things. We have the school of YouTube.
we have TikTok, we have Instagram, we have X, and all these are platforms, just to name a few, and all these are platforms that young people are using for so many things, to build positive peace, to call for good governance, to call out bad governance, to look at running social enterprises, you know, looking at sound business environment. The young people are using technology for that. To look at things to do with access to rights. You'd find young people, especially in my country, Kenya, we call out any form of injustice that we see without fear, you know. And so we use it for free flow of information, and especially when allowed and when there's no authoritarianism, you know, hindering that. We use it for good relations with ourselves and our neighbors, and all these are pillars of positive peace that I have mentioned and related them to how we use them on how we use social media. So let me go straight into the exact ways when it comes to peace building. How are young people using social media to, you know, change the tide, to do more than just sit in places and talk, but to actually drive action, you know? So the young people are using technology, of course, for the early warning and conflict prevention. And I think I will get a chance to give maybe a few models that have worked in regard to this. They're using it for messages of peace and education. I think I've seen, especially this year, as a young person living in Kenya, I've seen a lot of peace campaigns happening online. We recently had, we called it the Gen Z revolution in our country, but really the young people came out to speak up against certain things that they were not happy about. And one of the things that I really liked when they were organizing the initial protests, they said that, you know, these are our weapons. They said, the phone, yeah? That tells you something. This is for free flow of information. And they talked about carrying things like a water bottle, a flag, and these were all things to, you know, raise patriotism and just have people go out and do what is right without necessarily being violent. And there were so many messages around peace, and also around electioneering time. This is a common thing that we see young people using social media for. And of course, for transparent governance. Young people today are very educated, and thanks to, in fact, in Kenya, we said that the results, what we are seeing right now is the fruit of free education in our country, because the young people are able to read a document, a policy, they're able to look at a law that does not favor the country and ask the right questions, hold leaders accountable, call out any form of corruption. And because what has happened is that perhaps there's a lot of mistrust in the system, and so they've created their own system within the social media, and it doesn't mean that the main systems are wrong, but this is just a channel for them to call out what they think does not really work. We've called out human rights violations, so social media is also being used as a place where injustices can be fronted. People can see something that is not happening right, and for example, even if it's a community injustice and maybe an investor has gone into a community, started a project, and that has led to lack of peace in that community, you see young people actually highlighting that story, and it would trend until the right ears get to hear and do what they need to do. It's also used for fact-checking. Gone are the days when young people just take information and say, we're going to swallow it and just be like that. Today, people ask questions and they check and they say, is this true? Is this verifiable? And of course, this is very important also in the face of conflict, where you have a lot of hate speech, where you have a lot of rhetoric around tribalism, and that's why you find young people saying, we are tribeless. And that is, technology allows us to move beyond the confines of our tribes, our ethnic affiliations, and all that, to look at relating to people, you know, citizen to citizen, African to African. So
fact-checking has been a very important thing. Again, I hope I get the opportunity to talk about some of the models that use this. Also, digital storytelling. We are in a generation where a lot of people are influencers, and influencing has moved from just things like lifestyle to influencing things like good governance influencers. You have civic educators who are going to be influencers, and all these people are using storytelling to change certain narratives. You'd be very surprised. Young people are very... And someone spoke about this in the morning, about us being Pan-Africanists. And these digital platforms have allowed us to tell the story of our continent in a different light, to say that Africa is actually able, and those stories that sometimes are told of us are not true. And we need to start reconstructing our story, our history, and our future. Technology has also been used for nation building. Where we are really looking at not saying that my country is like this and like that, but looking at how do we fix the nation. That's a very common term in my country, fixing the nation one day at a time. And social media has also been used as a mobilizer. There are so many people on social media today, so if you want to have any form of information, during the Gen Z protest, we actually had our president address us on social media, because perhaps that was the platform where maybe a lot of the young people would be there. Today, I believe a lot of government services and agencies and political leaders are also on social media so that they can get to hear what's on the ground. And of course, lastly, social media has allowed us to actually build partnerships, where today we're not just talking about what's happening in my country. I can go to Botswana and find out what's happening. We are able to actually, build peace using the 5 pillars that are under the youth peace and security, which is to prevent, to promote, to partner, and of course to promote, prevent, partner. I think I have forgotten the last one, but yeah. So social media is a powerful tool that we must harness as a way to actually build sustainable peace. Thank you. Thank you very much. Social medias are powerful, but maybe I'll have another question for you. Still, we can just realize that still we have young people that don't make good use of social medias. As a lawyer, what will be your advice to them? Definitely, one thing I'll say is that technology has not come to, take over everything and work in isolation of traditional forms of information, traditional forms of engagement. We still need to do both, because we don't want to create a gap or a divide where we have certain members of society accessing digital technology and being able to engage with it, and others, it's detrimental to others who don't have that access. So we still have to be very sensitive to the principles of equal access to such opportunities, and be cognizant that we must use those approaches together, so that we do not leave anyone behind. Thank you. Thank you very much. Les réseaux sociaux, un mal nécessaire pour la jeunesse africaine, c'est une question qui revient souvent quand on observe aujourd'hui que malheureusement des jeunes utilisent vraiment très mal les réseaux sociaux. De plus en plus dans les pays, les lois se renforcent, et je pense qu'il est important de rappeler que les jeunes doivent être vraiment responsables, adopter des comportements responsables où que nous nous retrouvons, mais surtout sur Internet, comme on le dit souvent, Internet n'oublie jamais rien. Merci beaucoup. Je voudrais à présent vous passer la parole. Vous nous venez de la République démocratique du Congo, plus précisément de Goma. Dans cette région du pays, on connaît un peu la situation critique. Partagez avec nous l'expérience de la jeunesse de cette zone de votre pays. Comment sont-ils engagés dans toutes les actions qui sont justement engagées pour une sortie de crise durable? Merci beaucoup, Madame, pour la parole accordée. Merci à tous les officiels, Monsieur le ministre,
d'avoir manifesté cette bonne volonté de relever ces défis qui est le nôtre, qui est lié à la paix et la sécurité sur les continents, parce que c'est un enjeu de taille pour notre génération. Je viens de la ville de Goma, comme vous venez de le mentionner, la ville qui est connue maintenant de par le monde compte tenu de la situation qui se passe là-bas. C'est dans la ville où je suis né, j'ai grandi là-bas, j'ai pu savourer les délices de cette ville. J'ai aussi bu à ces coupes amères. D'année en année, j'ai connu la guerre, j'ai connu les éruptions volcaniques de cette ville, mais ça me porte comme je la porte aussi à cœur. Et me mettre ici, partager mon expérience, c'est bien évidemment un facteur de courage parce que ces 30 années de guerre qu'on vient de vivre à l'est de la République démocratique du Congo, et ce ne sont pas que des chiffres qu'on évoque, malheureusement, c'est la posture qu'on a eu à prendre. Derrière ces 30 années de guerre, il y a des milliers de femmes qui ont été violées, elles ont vu leur dignité arrachée. C'est des milliers de populations qui se sont déplacées de leur village pour devenir comme de bêtes à somme errant ici et là dans leur propre pays. C'est des traumatismes énormes de populations, de familles qui ont vu les leurs être arrachées à la vie innocemment. Et dans tout ça, quand on pense la question de la paix, chez nous, maintenant, avec tous les grands processus, on pense qu'on devra arriver à s'arrêter que sur la dynamique des négociations, signer un petit papier et s'arrêter à ce niveau. Mais le mal est plus profond que cela. Il y a ce devoir de pouvoir rentrer dans le fond pour comprendre comment est-ce que cette guerre-là, elle a réussi à affecter les gens dans leur profondeur, dans leur humanité. Et ça implique bien évidemment aller toucher sur ce que cette guerre a cassé dans les humains dans cette partie du monde. Déjà, c'est une partie où la crise de confiance, elle s'est sensiblement installée entre les populations. Tout le monde a peur de tout le monde. Arriver à espérer qu'on peut coopérer, on peut collaborer les uns et les autres, ça devient un facteur vraiment complexe et compliqué. Et quand il est question de penser la question de la paix, nous, on commence à croire qu'il faut partir maintenant de cette base-là. À partir de ces gens qui ont connu ces atrocités, qui ont connu ces horreurs, qui ont connu cette douleur. Et c'est là qu'on s'est mis à pouvoir réfléchir, repenser les initiatives d'engagement des jeunes sur cette question de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, mais bien plus de la guérison intérieure. Parce que quand vous avez eu à voir comment est-ce qu'on a tué vos proches, comment est-ce qu'on a pu éventrer votre mère à votre présence, tout cela, ce sont des séquelles. Quand bien même vous pensez que vous allez partir dire à cette personne qu'il y a nécessité de faire la paix, ça devient un facteur vraiment hyper compliqué. Et donc, dans nos actions, on a réussi à intégrer cette approche d'abord de guérison intérieure, d'accompagnement psychologique des gens dans cette zone pour qu'on puisse en fait commencer à espérer qu'on peut rebâtir d'abord la confiance. Parce que parmi les facteurs qui font que même l'ensemble des balais diplomatiques, des négociations qui ont été entamées d'année en année n'ont pas abouti, et quand bien même ça arrive à aboutir, vous savez la suite, ce qui s'est toujours passé, c'est on revient encore à la case de départ. C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on n'a pas réussi bien évidemment à reconstruire, à reconsolider ces liens de confiance entre les populations, entre les communautés, au sein de la sous-région des Grands Lacs. Parce que je suis en train de parler de l'ensemble de la région des Grands Lacs et les pays qui figurent dans cette région-là. Alors, il y a une série d'initiatives qui ont été pensées, quand bien même il y a bien évidemment ces ténèbres qui sont en train de peser sur cette zone-là, mais il y a quand même les audacieux qui se sont mis à réfléchir pour dire comment est-ce qu'on devient plutôt, on fait partie de la solution plutôt que faire partie du problème. Et c'est comme ça qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été pensées. Parmi les initiatives en question, il y a un vaste projet sur lequel j'ai eu à participer dans l'ensemble de la région des Grands Lacs qui s'appelait Great Lake Youth Network for Peace and Dialogue, qui a réussi à réunir la jeunesse du Congo, de la République démocratique du Congo,
du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Ouganda autour de la volonté de refaire communauté dans cette région des Grands Lacs. Parce que partant du constat que la jeunesse elle a été suffisamment manipulée, engagée dans tous les groupes d'alimentation de la violence, on est aussi conscient que c'est à partir de là qu'il va falloir arriver à partir. Parce que je vous parle par exemple de l'expérience du Congo. Et la plupart des groupes armés qui sont opérationnels dans cette zone-là, c'est constitué à plus de 99% de jeunes gens. Ça fait qu'il y a juste un petit pourcentage des gens qui sont en train de tirer le ficelle pour manipuler la jeunesse et l'inclure dans les histoires de destruction de leur propre communauté. Alors, s'il faut arriver à espérer rebâtir la paix, comme ils ont fait preuve de l'efficacité de destruction, on a aussi la foi qu'ils ont le pouvoir et la capacité de devenir maintenant des acteurs qui vont devoir bâtir les communautés dans cette région longtemps meurtrie. C'est comme ça qu'on a créé des espaces de rencontres, des dialogues, d'échanges interculturels entre ces jeunes pour qu'ils commencent à prendre conscience de l'enjeu que l'avenir doit se construire sur de nouvelles bases. Et s'ils ont le choix de pouvoir rester dans cette même dynamique, ce sont eux qui vont en subir. Et ce sont les enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants qui vont continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il va sans dire, ce n'est pas seulement le Congo qui est visé dans ce qu'on est en train de traverser, c'est l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Mais je vais aller un peu plus loin pour dire que c'est l'Afrique tout entière qui est visée dans ce que le Congo est en train de subir aujourd'hui. Parce que vous êtes sans ignorer, c'est un pays stratégique, c'est un pays pivot. Et quelqu'un dirait, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se retrouve au Congo, France Fano. Mais quelqu'un aussi dirait l'Afrique va devoir arriver à décoller que le jour où le Congo va devoir se réveiller. Ça peut paraître peut-être prétentieux ou ça peut paraître pas vraiment réaliste, mais l'enjeu derrière c'est quoi? L'enjeu derrière, il faut en chercher plutôt du côté des potentialités que regorge ce pays. C'est un pays stratégique. Déjà, comme vous le savez, à lui seul, il arrive à héberger 70% du cobalt au niveau mondial. Et on est en plein processus de la transition énergétique. Ça veut dire que c'est un minerai qui est vraiment stratégique et qui est recherché partout dans le monde. Et la grande question, on est en train de tuer les gens à l'est de mon pays en raison de ces minéraux. Lesquels des pays africains a réussi à pouvoir s'imposer, par exemple, comme étant un producteur de batteries? Aucun de nos pays. Ça veut dire que ces minéraux ne sont pas en destination de l'Afrique. C'est toujours les autres qui sont en train de bénéficier de ces minéraux. Raison pour laquelle, à ce niveau, je pense que les aînés, ils ont une grande responsabilité de regarder ce côté-là. On est en train de tuer les gens. Moi, je serais peut-être un peu apaisé si jamais tout ce qu'on est en train de récupérer au Congo, ça pouvait aider l'Afrique à pouvoir aller de l'avant. Mais ça n'aide ni l'Afrique, ça aide ni les Africains. Mais ce sont les Africains qui sont entrés dans Sibir et de périr dans cette guerre-là. Et donc, il y a cette nécessité de réviser la manière dont on est en train d'aborder la question de la République démocratique du Congo parce que c'est un enjeu continental, c'est un enjeu générationnel. Il y a aussi d'autres initiatives qui ont été pensées dans cette même orientation. J'ai travaillé sur un vaste projet régional qu'on a appelé Bilalo Bietu, c'est un mot swahili qui veut dire nos ponts, pour arriver à travailler avec des zones qui ont eu à connaître de fortes tensions, de radicalisation de la jeunesse. Et j'ai pu arriver à coordonner les actions sur la République démocratique du Congo avec une approche d'inclusion, de la médiation, mais aussi de la réintégration à base communautaire des jeunes qui se retrouvaient dans des groupes armés. Parce que l'approche innovante dans cette orientation, c'était quoi? On a réfléchi des processus de mobilisation, désarmement, démobilisation et réintégration, on sait, de la plupart des pays de la région des Grands Lacs. Et l'approche, elle a été unique. Ça veut dire qu'on arrive à faire une sensibilisation auprès des structures ou des groupes qui hébergent ou qui sont en train de radicaliser les jeunes. Les volontaires arrivent à donner leur volonté ou leur aval de pouvoir sortir de ces espaces-là et se retrouver dans un espace de cantonnement. Et la prochaine étape avait toujours été de pouvoir récupérer ces gens,
leur former un métier pendant une courte durée et leur donner un kit de réinsertion ou de réintégration et rentrer directement au sein de la communauté. L'expérience a prouvé qu'à tout moment qu'on a remis ces jeunes gens au sein de communautés, ils se sont retrouvés d'abord mal vus parce qu'ils ont eu à tuer, ils ont eu à violer dans la même communauté, donc ils n'étaient pas les bienvenus au sein de ces communautés-là. Alors l'approche qui a été pensée, c'était qu'on devrait sortir du cadre de réintégration finale par un kit de réinsertion parce que beaucoup d'entre eux, ils se sont retrouvés aussi en train de vendre ces kits de réinsertion et revenir encore dans ce groupe de radicalisation parce que c'était devenu maintenant un faux de commerce. L'approche que nous, on a réfléchi, c'était de dire, est-ce qu'on peut partir d'abord de l'option de détraumatisation de ces jeunes gens, parce que ce sont des gens qui ont été affectés dans leur être, d'accompagnement psychologique et travailler sur une approche de réconciliation intercommunautaire entre eux et les communautés locales d'accueil. Et ce travail a été fait avec les leaders communautaires, les leaders coutumiers, les chefs coutumiers, les leaders religieux, les chefs d'école, et ça a donné un très bon résultat. Justement, parlons des résultats. Quels sont justement ces résultats? Merci beaucoup de soutenir. Quels sont ces résultats concrets obtenus à l'issue de ces initiatives communes entre les jeunes vivant dans ces milieux, dans les milieux touchés par les difficultés, notamment la menace de groupes armés? Alors, nous avons réussi à réintégrer au sein de communautés une centaine de jeunes gens, parmi les femmes qui se sont retrouvées dans ce groupe-là. Et la documentation des résultats de ces projets, c'est que les personnes qui ont été réintégrées ont commencé à être capturées au sein des administrations publiques. Par exemple, une femme qui a passé toute sa vie dans la forêt en train de manipuler les armes, après ce processus-là, elles ont retrouvé leur place au sein de la communauté et ça fait que certains d'entre eux ont été engagés comme des cleaners au sein des bureaux de l'administration publique, d'autant plus que les chefs ou les autorités, les leaders communautaires venaient déjà de les revalider comme leurs enfants au sein de leur communauté. Mais au-delà de ça, peut-être je voulais finir pour aller sur la dimension toujours régionale. Il y a un aspect très important. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui divisent dans la région des Grands Lacs, il y a aussi des aspects très positifs qu'il faut arriver à regarder. C'est le commerce transfrontalier entre, par exemple, le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui est devenu une dynamique où la rencontre interculturelle est devenue une évidence. C'est les deux frontières entre la Grande Barrière et la Petite Barrière. Chaque jour, c'est autour de 15 000 à 30 000 personnes qui sont en train de traverser ces barrières-là. Et nous, on a travaillé avec les femmes petites commerçantes qui font leur vie au travers de ces deux espaces-là. Et donc, voilà un peu d'une manière globale. Il y en a plusieurs sur lesquelles on a y à travailler, mais ce sont les initiatives phares. Merci. Et nous vous encourageons à poursuivre ainsi dans la recherche de résultats. Héritier Montbéret, je voudrais donc rappeler que vous êtes en poste à l'Institut de recherche sur la paix et la gouvernance en Afrique. Très rapidement, ma deuxième question, et ce sera la dernière question pour vous, sur ce panel. Quelle place réelle des jeunes occupent dans les mécanismes régionaux de paix et sécurité aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui ont été pensés, surtout sur la région des Grands Lacs, comme c'est ma zone de recherche, mais aussi d'engagement. Il y a la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGEL, qui est un cadre qui a vu le jour depuis 2007, dont les institutions ont pris naissance à partir de 2000 sur base de ce qui s'était passé au Rwanda en 1994. Les chefs d'État ils se sont assis pour regarder comment créer un cadre pour trouver peut-être un espace de dialogue et d'échange sur des solutions possibles. Et il y a aussi SADC qui est là. Mais le problème, c'est que quand je regarde de temps à autre, je suis dans des activités de ces institutions, quand je regarde la place de la jeunesse, c'est encore à désirer. Par exemple, pour la communauté. Des défis à relever. Oui, par exemple, pour la CIRGEL, j'en fais partie de la communauté de pratique en médiation interne, mais je pense que je suis le seul jeune
dans cette communauté de pratiques. Et donc, il y a encore un grand travail à faire sur... Selon vous, très rapidement, qu'est-ce qui explique cela, ce faible taux de représentativité des jeunes dans ce genre de cadre? Alors, il faudra voir peut-être à deux niveaux cet aspect-là. D'abord, c'est la volonté d'ouvrir les portes de la part de certains aînés, mais aussi peut-être la volonté ou la capacité à se construire pour s'imposer pour les jeunes. Et ces deux perspectives-là, je pense qu'il va falloir peut-être réfléchir sur comment est-ce qu'on appuie sur ça. Et à tout moment qu'on se réveille pour les jeunes, c'est de dire qu'est-ce que je dois encore faire de plus pour moi pour que quand je vais avoir la possibilité de trouver une opportunité d'entrée, que je puisse arriver à m'imposer. Et ça, je pense que c'est un aspect très fondamental sur lequel, en tant que jeunes africains, on se doit aujourd'hui de pouvoir se concentrer. Parce qu'il va sans dire, ceux qui sont là, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Et ce n'est pas souvent des cadeaux donnés. Hein? Il faut arriver à faire preuve qu'on peut pour que les chemins puissent arriver à s'ouvrir. Et c'est le grand travail qu'on se doit de s'attribuer actuellement. Faire preuve de leadership et aussi cultiver l'excellence pour saisir les meilleures opportunités. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Joy, I'm now back to you once again. Based on the rise of misinformation and the polarizing online discourse, how can, according to you, we can strengthen young people critical thinking and digital skills so that they become agents of peace rather than unwitting channels of violence? Thank you so much for that. I think the simple ways that we can do that as a continent is to invest. And if we don't invest in this particular agenda, someone else will. And what that would mean is that they would have control over the narrative, the conversation. So we must invest in, one, training and strengthening of capacity. And by this, I mean that we really need to have platforms and, even budget allocations to such organizations that are doing training around digital peace building so that young people can know how to, they do have the skill, and perhaps some of them would be the ones to teach the rest, on how they can channel this tool for sustainable peace. Number two would be, of course, again, to still invest in digital innovation hubs. There's quite a number. I met one recently, just actually last week. It's called a Nuru Trust. It's based in Kenya, so they have a hub of young people who have created social and digital tools that are being used for peace building. And they're looking for people to invest in those ideas. So also investing and supporting such organizations would be a really good avenue for us to work with them. The other thing would be also to invest in platforms that would be able to harness all these different models that are working so that we can be able to have like a place where you can access and see, okay, this model worked in this context. Is there something we can borrow so that we don't keep reinventing, but we also become a place where we can share ideas and collect knowledge. So I think the investing is a major thing. And remember, if we don't invest in this agenda, somebody else will, and we'll now be having to say who is this controlling the narrative and who's controlling these algorithms. But if we are the ones who invest, we control our narrative and we build up this agenda. So I think those are some of the things that we can do, alongside also investing in policies, also investing in laws that do provide guardrails, because we also do know that digital and the AIs and everything, they have a double-edged
So it's a double-edged sword. So as we make sure we sharpen one side, we need to make sure that the other side that could promote negative impact is also looked into, so that we safeguard the young people, but also the people of Africa. Thank you. Thank you so much. Thank you for sharing this with us. Pule, you are an ambassador of the young people in Africa. So this is for you. Which mechanism should be strengthened to enable young people to become full agents of peace, social cohesion, and conflict transformation? Thank you for that once more. And I like that I'm coming in after Joy had just mentioned the issue of narratives, that we need to control our own narratives. This morning, during his address, President Obasanjo reminded us that we need to move away from narratives that have been created about us by other people. We need to start telling our own stories. We need to start controlling our own narratives as well. And when we are talking about the different mechanisms that need to be strengthened, I think the first thing that we need to do is we need to start reframing the way in which we perceive young people. The narrative for young people that we currently have, where they are the ones that are in the majority. They are the ones that are, 60% of the population of Africa is young people, but you don't see initiatives that translate to that. You don't see initiatives that respond to that. I like to give an example of saying, I don't know how many of you know something called girl math. You know girl math? Okay, so girl math it's a joke that people usually talk about on social media about ladies and how they shop. When you go shopping, you find something, let's say you go with $10, you have a budget for that one thing, but when you get there, you find another thing, and getting the both of them will be $20, and you feel like buying the two of them will make sense, right? Even though you spent more than you have. That's girl math. Basically, the math doesn't make sense. So I like to say, when it comes to young people, Africa has something similar. We have Africa math, and here's why. One, over 400 million people in this continent are young people between the ages of 15 and 35, right? So we carry that demographic weight as young people. But the policies that we have, the initiatives that we have, barely address the needs of these young people. They barely move the needle when it comes to addressing the issues that young people face. We always talk about how young people are the most affected, but at the same time, when we get into rooms where we have to discuss what is the issues of young people, we put them in the periphery. We do not put them in the, we don't put them in the forefront. Another thing is got to do with age. Honorable Minister mentioned that the recent studies show that the median age of young people is 19. Do you know what is the median age of Africa's top 10 oldest leaders? Do you know? I don't know if it's changed now, because now we have the president of Malawi. So, but as of a couple of months ago, it was around 81. Even without the top 10 leaders, when you do the general, the numbers, I think it's around 60-something. So you have people that are 60-something years old making decisions for people that are 19 years old. Do you see Africa math? That's Africa math right there. But I would like to just end by saying that at the same, we need to put a number of things into place to make sure that we balance this math. If we are having young people being the ones that are mostly affected, can we create concrete solutions such as a peace fund, not just a peace fund, a youth peace fund in the continent that will address some of the issues that we are all talking about here?
that will resource our initiatives, the initiatives that you talked about, Joe, when it comes to digital peace building. A lot of them are there on the continent, but young people don't have the resources to push forward their work. So resourcing the initiatives of young people should be a priority if we're talking about strengthening some of these mechanisms. We need policy coherence. It is essential because we have so many frameworks in the region. We have the Youth Charter, we have the Continental Framework on Youth, Peace and Security, we have the AU Constitutive Act, we have Agenda 2063. There are so many of them. But when we are now putting them together, there's no consolidation. They each pull in different directions. Even within the AU, you find that there are different divisions that address issues of young people, but they are not working together to make sure that we address issues that we need to address. You have the youth division on one hand, you have the youth envoy on one hand, the youth wise on one hand, the youth ambassadors, again, pulling in different directions. So can we have some sort of policy coherence, initiative coherence to ensure that at the end of the day, we address our young people as we should? And lastly, mainstreaming of youth, peace and security in national development plans and budgets. Again, removing young people from the periphery and making sure that they are centralized to the agenda. If we are saying they are that important, then we need to stop paying lip service to just saying, yes, young people, you are important, we will do everything we can to support you, and not actually do it when it comes to the actions that we need to embark into. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces partages. Deux points essentiels donc à retenir des échanges donc sur ce panel. Les jeunes ont la volonté et sont vraiment disposés à jouer leur rôle. Des initiatives sont déjà prises et sont à saluer, des exemples concrets qui sont partagés sur ce panel. Et ces initiatives, mais aussi les porteurs de projets ont besoin d'un coup de pouce et une reconnaissance de leurs initiatives, une prise en compte de leurs idées pour justement accompagner les visions de nos différents pays en matière de paix et de sécurité. Impliquer également, promouvoir les jeunes dans des instants de décision, apprendre sur l'État leur permettrait également de renforcer leurs capacités. Ce qui me fait penser au mécanisme de mentorat pour appuyer, accompagner les jeunes à faire davantage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je dois sonner encore une fois pour nos brillants jeunes panélistes. À présent, nous allons faire passer le micro pour des questions. Non? Non? Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, s'il vous plaît, chers, les hôtesses sont là. Merci, Monsieur le ministre, également, et d'autres jeunes qui demandent la parole. Pour le ministre, s'il vous plaît, vous aurez un micro, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, oui, pour Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Un autre micro également pour deux jeunes ici, justement, qui souhaitent, n'est-ce pas? Ah, mais c'est brave, finalement. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la modératrice. Si les jeunes n'ont pas de questions, moi, je suis le plus jeune des jeunes. Donc, j'ai une question. Avec votre autorisation, je voudrais, Monsieur le ministre de la Jeunesse, avec votre autorisation, d'abord féliciter le panel, mais moi, j'ai une question pour les jeunes. C'est une question peut-être que je ne comprends pas bien. Je veux que les jeunes me disent qu'est-ce que la génération Z, c'est quoi? Je veux savoir. Merci. La question est pour le panel, la question est également pour l'assistance, tous les jeunes dans la salle, des volontaires pour des éléments de réponse. La génération Z. Alors, on voit beaucoup de mains levées. Merci Alors oui, la dame en vert, juste là. Merci beaucoup.
Okay, thank you. Greetings, everyone. My name is Machete Magamase. I am from the Center for Mediation in Africa, and I'm also a PhD candidate at the University of Pretoria. And I would also like to extend my gratitude for the invitation. I'm incredibly honored to be here. My question will be directed to Mbule. The African Peace and Security Youth Ambassador plays a critical role in ensuring the inclusion of youth voices and supporting their agency. And my question on this matter is that, is there any continuity from one tenure to another? And I'm glad that we actually have two representations that can address this question. And the second one is that, how effective do you think the role is, and how can that effectiveness be strengthened? Thank you. Thank you so much. Your question was addressed to Mpule, and it's well noted. But before, if you don't mind, we have a question from His Excellency, Generation Z. What is it? Please, the microphone in front here. Thank you. Merci. Je voudrais m'associer au professeur Ducé pour les remerciements pour ce panel brillant et dire que nous sommes touchés, finalement, très touchés par leur message. Je commencerai d'abord par répondre à sa question. Je crois savoir que Génération Z, ça veut dire zapper, ça veut dire peut-être changer. Et je voudrais revenir sur une question qui est venue par le docteur Pagdamé, où il nous a parlé d'une expérience au Togo pour un peu négocier entre éleveurs et agriculteurs. Comme vous le savez, ce conflit tue parfois plus que le terrorisme en Afrique. Et j'aimerais savoir si il peut nous dire quelques mots sur les avenues, les pistes qui ont été suivies. Est-ce que c'est pour négocier, par exemple, un mois de passage des troupeaux? Quelle est la dynamique qui a été organisée? Parce que ça intéresse beaucoup de gens en Afrique et c'est très important. L'autre chose, je pense que les autres jeunes ont raison. On dit que nous avons trop d'instruments en Afrique et dans le continent africain qui ont trait à un peu essayer d'inclure les jeunes dans tout ce qui est politique, décision, etc. Et c'est vrai que le problème, comme l'ont dit d'autres orateurs, pour nous, c'est la mise en œuvre. Ça reste le problème numéro 1 de toutes ces politiques. Mais je crois qu'il y a quelques jours, on a eu une réunion à Nairobi pour voir justement parler de ces réformes et même de la réforme des réformes. Et donc, il y a un sommet qui est prévu fin novembre en Angola et j'espère que nous pourrons peut-être améliorer tous ces instruments et amener une certaine harmonie dans l'action en direction des jeunes. Et je pense que leurs messages ont été entendus et ils ont raison d'élever la voix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour deux questions. Donc, pour vous, vous les avez bien notées. Souhaitez-vous qu'on prenne encore une dernière question pour passer justement? Alors, dans cette rangée, oui. Merci beaucoup pour la dame, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc, je suis Zadia Koshiwa-Likovine. Je suis membre de l'ONG IYF. Donc, je dirais plutôt la génération Z, c'est cette génération-là qui est zélée. C'est cette génération-là qui n'a pas connu un monde sans Internet. C'est cette génération-là qui a la capacité, l'audace. Et c'est cette génération-là qui défie beaucoup de choses, qui aime la liberté surtout, qui aime la paix et qui aime s'exprimer. Merci.
Merci beaucoup pour cette nouvelle version de notre définition de génération Z. Merci. Je pense qu'on peut à présent passer aux éléments de réponse pour les questions. Donc pour vous, Paul, également pour vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à votre question. Et avant de répondre à cette question, j'ai bien envie de faire des propositions innovantes justement par rapport à la gestion des crises d'une manière générale et revenir dernièrement justement par rapport à cette question de difficulté qu'il y a entre les agriculteurs et les éleveurs. J'ai eu l'occasion de discuter justement au nord du pays, il y a juste de cela une semaine, j'y étais et j'ai posé justement la question à certains jeunes, quelles solutions on pourrait essayer d'apporter pour trouver une solution à cette situation justement qui, nous conviendrons tous, ne nous arrange pas du tout. Et parmi les solutions qu'ils ont proposées, il y a une solution qui m'a marqué personnellement et qui m'amène à raconter en fait cette petite anecdote assez rapidement. Vous prenez le cas d'un jeune en fait qui a grandi dans cette région du Nord, dans une extrême pauvreté. Et parmi la plupart de tous ceux qui sont des conducteurs de taxi-moto, c'est des gens qui ont déjà le baccalauréat, mais qui malheureusement, par faute de moyens, n'arrivent pas à aller à l'université. Et vous avez un jeune qui obtient justement son bac et qui n'a pas les moyens, mais qui quand même essaye de trouver un taxi ou bien les moyens de transport arrivent à Lomé, il n'a nulle part où dormir. Il passe les nuits dans les salles de classe. Et après 3 ans, il réussit quand même à obtenir sa licence sur plus de 300 étudiants. Il fait partie des 4 étudiants qui obtiennent leur licence en 3 ans. Et ce jeune-là, quand il finit d'obtenir sa licence, par la force des choses, il obtient une bourse du gouvernement togolais qui lui permet donc de faire ses études en Inde. Et quand il fait ses études en Inde, il finit son master avec 19,80 de moyenne. Et ce jeune, toujours, malgré toutes ces difficultés, il continue et il décide de revenir dans son pays parce qu'il a fait une spécialité qui n'existait pas pour le moment dans son pays. Il revient dans son pays, il continue et finalement il est recruté comme enseignant et professeur d'université. Et il continue toujours, il fait une deuxième thèse justement en physique cette fois-ci et ce jeune-là justement c'est moi. En réalité, j'ai envie de dire ceci. Quand on nous donne la possibilité de nous exprimer, nous en tant que jeunes, on arrive justement à le faire. Et j'ai envie de parler aussi un peu de la souveraineté scientifique. Il y a le professeur Kako Nobogo qui avait parlé de la souveraineté économique. Moi, j'ai envie de parler de la souveraineté scientifique. La souveraineté scientifique, c'est quoi? On peut le mesurer juste avec certains indices composites qui permettront, par exemple, d'évaluer en regardant le pourcentage de notre produit intérieur brut qui est mis dans la recherche et le développement, le nombre de chercheurs qu'on a par million d'habitants et le nombre de publications scientifiques, par exemple. Quand on prend malheureusement le cas de nos pays, on n'investit pas dans la recherche et le développement qui, en réalité, pourrait permettre justement de créer de l'emploi. Je prends juste quelques exemples, je donne quelques statistiques. Je prends le cas de l'Israël qui fournit, en réalité, qui dépense 5,5% de son PIB, qui met dans la recherche et le développement. Je prends justement le cas de la Corée du Sud qui met 4,8% de son PIB dans la recherche et le développement. Mais quand on prend le cas de notre pays, malheureusement, nous sommes à 0,3% justement dans la recherche et le développement. Tout ceci devrait nous interpeller en réalité. Pourtant, nous avons des chercheurs capables de proposer des solutions. Et d'ailleurs, justement, dans la lutte contre le djihadisme, je me dis qu'on doit en réalité associer tout le monde. Et même les chercheurs doivent orienter leur recherche dans la recherche de solutions. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que j'ai écrit un livre avec un collègue qui propose en réalité des modèles mathématiques capables de prédire même les frappes des djihadistes, qui propose des modèles mathématiques qui permettent en réalité de cibler et de proposer des solutions pour cibler les populations à risque. Des propositions également, des modèles mathématiques qui sont en mesure aujourd'hui de pouvoir éradiquer les fake news sur les réseaux sociaux. Donc nous devons aller dans ce type de recherche de solutions, dans ce type de recherche et développement que nous devons en réalité faire. Et je vais maintenant revenir un peu par rapport à votre question. Les solutions qui ont été trouvées dans ce cas que j'ai cité là, on a mis en place un espace de dialogue entre les jeunes qui ont permis justement d'aller vers ces différentes familles, d'aller vers ces agriculteurs et d'essayer de leur proposer en réalité de diminuer les espaces cultivables et de mettre des barrières. Pour mettre ces barrières, on a mis ces jeunes à contribution qui ont réussi justement à couper des branches, qui ont permis de protéger certaines parcelles de terre et qui ont donc créé un espace justement et qui ont permis donc justement au bétail de pouvoir passer sans justement endommager justement les cultures qui étaient disponibles. Donc je pense pour ma part que quand on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer et de proposer des solutions, on peut le faire. Et d'autres solutions, justement, moi je suis en train de réfléchir, je me dis... Très rapidement. Oui, assez rapidement, je vais terminer là-dessus. Je me dis aujourd'hui,
il y a beaucoup de jeunes qui obtiennent le bac et qui sont, moi dans mon cas, qui n'arrivent pas à venir dans la capitale, par exemple, pour continuer les études. Pourquoi on n'essayerait pas, par exemple, de proposer une université virtuelle, comme on le fait dans d'autres pays? La création de ces universités virtuelles, le but c'était... La création de ces universités virtuelles, le but c'était de pouvoir en réalité amener la formation auprès de ces jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la capitale par exemple pour étudier. Et il faut aussi repenser notre système d'éducation. Il faut repenser la manière justement d'enseigner également. Il faut essayer de voir... Il ne faut pas former parce qu'il faut former. Il faut former dans des domaines en réalité qui peuvent servir. Est-ce qu'on ne forme pas aujourd'hui pour des métiers d'hier mais qui ne sont plus aujourd'hui adaptés aux métiers d'avenir en réalité? Donc il faut arriver à innover et ne pas former juste des chômeurs, mais former des jeunes qui ont vraiment envie de réussir et qui proposeront des solutions. Merci. Merci beaucoup et merci d'ovationner parce que ce sera donc votre dernière intervention sur ce panel. Malheureusement, on va faire le tour de table pour donner des éléments de réponse aux questions qui ont été posées. On ne pourra plus prendre d'autres questions, mais par contre, on va juste terminer par deux petites interventions. Nous avons deux jeunes qui se sont prononcés. Il y a une qui voudrait bien intervenir sur la question de la réparation, mieux comprendre pourquoi aujourd'hui on devrait redessiner la carte du monde, la place donc de l'Afrique sur la carte, et également un exemple, une expérience à partager avec nous sur le Burkina Faso, et avec nos deux jeunes, on va conclure. On va poursuivre avec les réponses aux questions, donc on va le faire vraiment très rapidement. Mpole, you have the floor, please. Oh, yes, you. Okay, thank you very much. My question was from Ms. Marete, and she was asking about continuity of the IAP program, because that's the acronym we use, IAP, African Youth Ambassador for Peace, and how effective the role is and how it can be strengthened. On the continuity, I would say this is something that we are still working on because right now, one of the weaknesses that we have so far, and my experience is we're in the third cohort right now of the program, moving from the first to the third, is that there has not been concrete documentation of what is happening, what young people are doing. The documentation that exists is the youth ambassadors themselves documenting their journeys through their social media, sharing what they're doing and being able to alert people on what's going on. But when it comes to continuity at the African Union level, that's something that we still need to have. Maybe yearly reports, monthly reports that show that this is what the youth ambassadors are doing. And so with each ambassador that comes in, they would already know what was happening without necessarily having, even before they were part of the role. And how effective the role is, I would say it is effective, but there's still more that could be done. When you're talking about participation, representation, the role is, we're doing more than enough because we have access to platforms that most young people don't have access to. We are able to attend high-level meetings of the African Union Summit, so we're able to be in the room and participate, but also represent young people in those spaces that they have historically not been able to be in. So the effectiveness at that level, I would rate it quite high. But I still do think that we have a gap when it comes to actual contributions to strategy. I will give you an example. Every year as young people, we do, as the youth ambassadors, we do this open session on youth, peace and security. We brief the Peace and Security Council on what we are doing in the region, but we still don't have control of what the communique looks like when it comes out. The communique, even though we are the ones that have briefed the panel, the Peace and Security Council, it comes out in the language of the Peace and Security Council, recognizing, reaffirming, recalling, all of that, and it doesn't always translate to, it doesn't always reflect what we would have fully briefed on. And so I think in that regard, we as the youth ambassadors have then
made propositions to the Peace and Security Council to say, can we this year, maybe for the first time, be the ones that are responsible for drafting that communique so that it is more relatable to young people and it is more resolutive and young people are able to relate better with it because we understand the language, we know the language better. But that's something that we are still waiting for confirmation for, but in as far as strategy is concerned. Meaning you are still working on it? Yes, we're still working on it. Thank you so much. La dernière intervention, la question c'était à vous relativement aux institutions, si vous l'avez bien retenu la question. Alors, Monsieur l'ambassadeur a validé le fait qu'il y a une crise d'engagement des jeunes au travers les mécanismes et les cadres qui ont été mis au point. Et ça, c'est une évidence au fait quand on regarde la situation d'engagement de la jeunesse au travers de ces espaces avec un regard un peu plus critique. Mais il y a une dimension aussi fondamentale peut-être sur laquelle on n'a pas l'habitude de mettre le doigt. C'est de sortir peut-être de ces cadres purement protocolaires pour entrer dans une dynamique de la quête d'une union africaine de la jeunesse. Et moi, je pense que c'est un plaidoyer sur lequel je suis maintenant en train d'appuyer. Déjà qu'on est conscient, bien qu'on ne le dise pas souvent, à l'Union africaine, avec toutes les grandes attentes qu'on avait dedans, ça n'a pas réussi à combler notre soif d'engagement continental pour porter la voix commune en tant qu'entité unique. Il y a cette nécessité de pouvoir plutôt tourner les regards vers la jeunesse, que l'on puisse commencer à réimaginer notre destinée commune en tant que nation unique, mais au travers des initiatives d'abord régionales, construire des réseaux régionaux d'engagement des jeunes sur la question de la paix et de la sécurité. C'est bien possible, selon qu'on se retrouve dans la zone du nord, dans la zone du sud, dans la zone centrale, qu'on ait des jeunes qui s'engagent. Parce qu'il y a un sérieux problème là-dedans. Vous allez regarder la plupart des pays qui ont déjà mis en place les cadres sur l'agenda 2250. Ils sont en train d'y aller aussi à l'état à compartimentation. Ce sont des États à part. Ça fait que nous rentrons dans le même modèle qui a été pensé et conçu, là où on pense l'Afrique en termes de petits États fragiles, des États-nations, et ça ne nous a pas malheureusement aidé à rien du tout. L'idée, c'est de sortir de ce modèle-là pour commencer à penser plutôt des initiatives régionales qui vont devoir arriver à mobiliser la jeunesse au travers d'une vision que la jeunesse elle-même, elle devra arriver à construire. Parce que tant que ce sont des visions qui sont pensées à l'extérieur pour venir être imposées à la jeunesse, ça ne donnera toujours pas. Et donc, c'est nous qui maîtrisons les réalités locales qui sont les nôtres. C'est nous qui avons subi les problèmes qu'on est en train de subir en termes de crise de sécurité, en termes de manque de paix. Et donc, nous avons quoi dire? Nous avons des orientations d'idées et d'actions qu'on peut arriver à proposer et arriver à s'engager là-dedans. Et dans cette perspective-là, je suis en accord avec ceux qui ont pensé qu'il faut sortir du cadre de la réflexion pour rentrer sur un cadre d'action. Et j'aime bien souvent le dire, c'est penser pour agir. Agir pour changer les choses et agir là où on a le pouvoir d'agir. Ne pas espérer que c'est quand on va devoir arriver à avoir des grands postes de responsabilité qu'on va commencer à agir. Mais c'est à partir des zones où on a le pouvoir d'action qu'on doit commencer à agir et changer le cours de l'histoire parce que ça, c'est notre responsabilité commune en tant que jeunes Africains aujourd'hui. La paix et la sécurité sont une affaire de tous. Chaque couche de la population est donc invitée à jouer un rôle. Je vous l'annonce en 2 minutes, chrono. Vraiment 2 minutes chrono. 2 jeunes vont intervenir sur 2 sujets très importants. Mariam Congo du Burkina Faso qui voudrait justement réagir sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Vous avez la parole. Merci. Alors, merci beaucoup pour la parole. Je suis Mariam Congo, je viens du Burkina Faso. Et merci beaucoup pour la qualité des échanges chers panélistes. Bien. Alors, en vous écoutant justement parler, je repense à ces mots prononcés justement à l'ONU qui dit ceci, je cite, « On ne bâtit pas la paix
sur l'oubli. Fin de citation. Alors, l'Afrique a justement vécu des siècles de déportation, de colonisation, dont justement, jusqu'à ce jour, les conséquences perdurent encore dans nos sociétés, dans nos économies, et voilà, et même dans nos imaginaires. Alors, et c'est dans ce sens que d'ailleurs l'Union africaine a appelé à reconnaître ces faits de crimes contre l'humanité, de génocide contre les peuples africains. Et je pense que c'est une manière, c'est une étape très importante justement vers la reconnaissance, du moins vers la réparation économique, historique, voilà, de nos peuples. Et je dirais encore que moi je me demande alors comment est-ce que notre génération peut transformer cette mémoire blessée justement en une force de réconciliation. Alors, et comment aussi comment faire des jeunes des partisans de réparation. Alors, et cette réparation dont je parle justement n'est pas une compensation n'est pas une compensation financière, mais c'est un processus de guérison, et de reconnaissance mutuelle et de justice. Et je pense que c'est là que vient le cœur de mon propos. Parce que dans ce processus, nous jeunes, nous avons un rôle central, un rôle essentiel à jouer. Alors, reconstruire le lien entre justement les peuples et rétablir la vérité historique et faire en sorte que le passé ne soit pas perçu, ne soit pas une blessure, mais que justement ce soit une leçon partagée. Alors, je dirais que, parce qu'en définitive, chers auditeurs, il n'y a pas de paix durable sans justice mémorielle. Et peut-être, c'est peut-être là justement notre plus grande responsabilité, c'est jeune. C'est peut-être là notre plus grande mission, c'est-à-dire réparer pour apaiser et apaiser pour bâtir. Je vous remercie. C'était ma contribution. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et nous invitons vraiment tous les jeunes à rester engagés. On vous a toujours également recommandé la vie associative, avoir un engagement communautaire afin de pouvoir faire porter nos voix. Merci à tous. Dernière intervention. Je voudrais passer la parole à Gilles Akelou, qui nous vient de l'Ouganda. Yes, for you, please. Thank you. Thank you so much. Allow me to stand on all the previous protocols observed. I am Akelo Elizabeth Priscilla, a lawyer from Uganda, and I am glad to be here, and I send greetings from Uganda. To all our seasoned panelists who have made their presentation, we appreciate. And my question goes, pardon me, first of all, in case I don't pronounce your name correctly. My question goes to three of the panelists. Ms. Joy Muthoni, who mentioned and said, we are living in interesting times, times where technology is part of us, and we use it for fact-finding, especially in line with misinformation. And for a while now, we realize that we are living in a time where Africans ask themselves, who got to write these rules and who were meant to follow it? We see that with the African Union recently in August, where they launched a campaign, which is Correct the Map campaign. And recently, the Minister of Foreign Affairs here in Togo, at the 80th UN General Assembly, equally re-echoed the same issue. And he was advocating for changing the narrative we've always had about the map of Africa. For a while, we've used the Makata projection of the African map, which makes the map seemingly smaller than it actually is. So my question to the panelists is, if we are to talk about peace, the external peace we see, we have to first clear that narrative that is affecting our psychological mind, because Ms. Mpule mentioned and said the youths of today are frustrated, they are filled with a lot of anger, and they have lost trust in most of these institutions. So my question is, shouldn't we first start by changing the mental narrative that we have
of how Africa appears on the globe, because this affects how we think and how we do things. We look at the northern hemisphere of the world, it is linked to wealth and significance, because in our minds, it appears to be above us. It's in the northern hemisphere. So that is the question I have for the panel. Thank you very much. And I can assure you that your questions are very interesting. And I thought you were going to make a contribution. And finally, you had 3 questions. What I'm going to suggest is this. We will create a platform, you know, like WhatsApp, for instance, and then we will continue discussions on this platform, and then we will make recommendations for the committee organizers for the Lomé Peace and Security Forum. Are you agree with that? Thank you so much for understanding. Merci beaucoup à tous. Nous allons donc mettre en place cette plateforme d'échange entre tous les jeunes participants à ce forum pour justement pouvoir poursuivre les discussions et formuler des recommandations à transmettre au comité d'organisation. Nous tenons très sincèrement à remercier tous les officiels, les ministres, les ambassadeurs, les invités qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure de la soirée pour écouter la jeunesse. C'est vraiment la preuve que les décideurs prennent en compte les avis des jeunes, mais surtout nous accordent une attention particulière. Don't worry, I'll give you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers jeunes. Merci d'ovationner très fort pour dire merci pour cette opportunité qui a donc été offerte à la jeunesse. S'il vous plaît, quelques annonces pratiques. Sur cet événement aujourd'hui. Je te repasse la parole, Patrick. S'il vous plaît, quelques annonces pratiques. Tous les jeunes de l'université de Lomé sont notamment invités demain à partir de 8h, parce que les sessions reprennent demain à partir de 8h. Vous êtes donc invités pour la journée de demain. Nous avons apprécié vos inestimables contributions et c'est une façon aussi pour la jeunesse de faire entendre sa voix. Alors les panélistes sont à votre disposition. Les échanges pourront continuer de façon plus informelle. Merci de vous plier à cela. Vous avez reçu quelques cartons pour le déjeuner de ce midi. Vous êtes invités à les rendre aux hôtesses, s'il vous plaît. Rendez-vous demain à 8h pour le 4e panel. Soyons ponctuels pour que justement nous puissions avoir suffisamment d'échanges et prendre un maximum de questions. Merci de votre bien aimable attention et comme nous le disons, les panélistes sont disponibles pour échanger avec vous en dehors de cette soirée. Merci d'y avoir contribué. Photo de famille par messieurs les ministres, s'il vous plaît, qui nous honorent jusque-là. Merci de bien vouloir rejoindre les panélistes pour la photo de famille, s'il vous plaît. Nous apprécierons que vous soyez la photo de famille avec les jeunes, avec la jeunesse, messieurs les ministres. Merci beaucoup de vouloir offrir ce moment à la jeunesse ici représentée. Merci beaucoup. Merci de laisser aussi les récepteurs, les traducteurs sur les sièges, s'il vous plaît, avant de sortir de la salle. Please, kindly put down the headsets before leaving the room. Thank you so much.